Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du Banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du Banc. Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le 11e épisode de la saison 8 de Vue du Banc. Épisode enregistré à chaud après un Espagne-Pologne d'une qualité moyenne, terminé sur le score de 1 partout, mais surtout après une journée qui a aussi vu l'Allemagne battre le Portugal 4-2 et l'équipe de France faire match nul 1 partout face à la Hongrie. C'est par ce match qu'on va commencer, mais d'abord je vais présenter l'équipe, même si à ce niveau-là il n'y a pas de surprise. Il écrit notamment pour l'équipe, il entraîne notamment les jeunes du Red Star. Il est très beau, c'est Raphaël Cosmidis. Salut Raphaël. Salut Christophe Kuchli. Il est également très beau, les gens qui nous voient depuis quelques temps dans nos petites pastilles Twitter sont au courant de tout ça. C'est le Toli de Coparena notamment, lui il a aussi fait de la télé, il a fait plein de choses. C'est Florent Tonuti, salut Florent. Salut Christophe. On veut commencer par toi, tiens Florent, puisque t'as le truc bien en tête. Tu prépares l'analyse du match de la France contre la Hongrie pour Coparena, qui sortira quand elle sortira, dans un peu plus que quelques heures, faudra le temps de l'écrire, etc. Mais tu as quand même revu la première période juste avant l'enregistrement. Donc c'est-à-dire que tu as ça bien en tête. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà le sentiment à chaud? Parce que bon, contre-performance évidemment de l'équipe de France. Avant qu'on rentre vraiment dans le détail, les premières choses qui te marquent sur la performance française. Je pourrais prendre le parti de Didier Deschamps qui à la mi-temps de la rencontre et même en fin de match dit on n'a pas mis nos occasions en début de partie. Et c'est vrai qu'ils ont eu 2-3 occasions en première mi-temps. Il y a 2 têtes de Mbappé, il y a le face-à-face de Benzema qui est mis en bonne position. Néanmoins, quand tu vois que sur tes 2 ou 3 offensives un peu différentes des autres, c'est-à-dire où tu trouves notamment une passe intérieure, tu te crées 2 ou 3 grosses occasions comme ça, tu peux quand même te dire que tu aurais pu t'en créer beaucoup plus en insistant un peu de cette manière-là, au lieu de jouer de manière de tomber en fait dans le piège des Hongrois qui voulaient t'attirer sur les côtés pour t'enfermer, et tu les as t'as totalement joué dans leur sens en fait, en refusant quelques principes basiques du jeu de position. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait penser qu'en revoyant le match, j'hésite pour l'instant à titrer le jeu de position pour les nuls pour l'analyse de France-Hongrie, pour vous donner une idée un petit peu de ce qui vous attend dans l'analyse, mais aussi je pense dans la discussion qu'on va avoir. Alors, les buts, ouverture de score de Fiola dans les arrêts de jeu, 45e plus 2 dans la première période, égalisation de Griezmann à la 66e. Maintenant, le meilleur moment pour quelques-uns de nos auditeurs qui comprennent le hongrois, le moment où ils vont pouvoir s'énerver parce que je maltraite les prononciations. Goulashi dans les buts, défense à 5, Nego, Botka, Orban, Zalai, Fiola. Au milieu de terrain, Klein Eisler. Alors Nagy, j'ai vu qu'il y avait une prononciation, mais mes mentions ont été floudées totalement, donc c'est un truc compliqué, mais qui ressemble pas du tout à Nagy, la vraie prononciation hongroise. C'est pas Nudge ou un truc un truc comme ça, ou Nudge, je ne sais plus. Mais bon, on continuera à l'appeler Nagy, puisque Raphaël Cosmidis étant le Nagy du podcast français, ça lui fait plaisir. Schaeffer est devant Chalai et Zalai, puisque visiblement le SA se prononce chat, donc du coup ça nous permet comme ça de distinguer le Chalai des 2 Zalai. Et côté français, Lloris dans les buts. Derrière Pavard, Varane, Kimpembe, Digne. Au milieu, Pogba, Kanté, Rabiot. Et devant, Griezmann, Benzema, Mbappé. Raphaël, comment ça va? Est-ce que tu es content de ce que tu as vu? Est-ce que finalement c'était pas le deuxième match quand même de la journée par rapport au dernier de l'Espagne? Est-ce que il y a quand même pas eu des choses pas inintéressantes finalement sur ce match et qu'on va pouvoir évoquer? Parce que je t'avoue que à chaud je me disais oui, c'est pas incroyable, et finalement avec le recul
il y a peut-être quand même 2-3 trucs à dire parce que ce match-là, c'est pas tout à fait déroulé comme le premier. Ouais, non, il y a des trucs à dire, mais c'est des trucs que j'ai l'impression, et je pense que Flo va devoir le faire lors de l'analyse, des trucs qu'on répète sur l'équipe de France depuis la création de Vue du banc. Je dis pas qu'on est les seuls à le dire ou qu'on a la science infuse, hein, pas du tout. Je veux dire que quand dans l'analyse de l'équipe de France, on dit souvent les mêmes choses quand elle tombe dans ce genre de contexte où une équipe t'attend en étant assez repliée, assez compacte dans son camp et qu'elle t'oblige à changer de rythme, à créer du rythme, parce qu'elle ne va pas le créer elle-même, elle va pas ouvrir le jeu. Et c'est... Bah, le bilan, c'est que c'est quand même assez lassant, tu vois. Parce que tu retrouves les mêmes conditions que tu avais vécues en 2018 contre le Pérou et contre l'Australie. C'était ça les 2 premiers matchs. Oui. Les mêmes qu'en 2016 contre la Roumanie, l'Albanie, et j'oublie même le 3e adversaire de l'équipe de France, moi je crois. Ah voilà, bah, en tout cas Roumanie et Albanie c'était pareil, les mêmes que contre l'Irlande de la 8e de finale de 2016, les mêmes que contre le Nigeria de 2014, et toutes ces choses-là n'ont pas tellement évolué malgré la progression individuelle de pas mal de postes et de joueurs, parce que le groupe est quand même beaucoup plus fort qu'il ne l'était par exemple en 2014 ou en 2016, notamment avec l'émergence de joueurs comme Mbappé, ou Varane qui avait raté l'Euro 2016. Pourtant t'arrives pas à trouver des solutions, ou en tout cas à organiser des solutions. Et ça, c'est quand même extrêmement lassant. J'entends que l'équipe de France est capable de gagner autrement et que finalement, elle va à 90% aller en 8e de finale et que c'est presque à partir de là que le tournoi commence pour cette sélection et pour Didier Deschamps. Mais voilà, quoi, tu t'es encore pas loin de... Enfin, sur ce match-là, alors t'as des occasions, hein. Mais je veux dire, c'est encore une fois un match où t'es en difficulté et il suffit qu'un petit truc tourne mal pour que finalement ton tournoi soit en grand danger sur ton 3e match contre le Portugal. Alors, je sais pas, je t'avoue que je suis un peu usé par la répétition des problématiques rencontrées par les Bleus et la répétition aussi de l'absence de solutions et de moyens de régler ces problématiques. On avait été un peu enchanté par le match contre la Bulgarie, mais la Bulgarie était très faible et n'avait pas d'objectif. Je pense que ça a beaucoup joué quand même. Là, je sais qu'on va dire exactement la même chose qu'on avait dit il y a 3 ans et il y a 5 ans. Florent, est-ce que la Hongrie a fait un truc particulier sur le plan défensif? Parce qu'évidemment, il y a le fait d'avoir 5 défenseurs, donc tu bloques tous les couloirs de jeu. Maintenant, la France ne les écoute pas forcément. Donc du coup, là-dessus, est-ce que véritablement tu trouves que le bloc bas hongrois avait une animation particulière qui était à même de déstabiliser l'équipe de France, ou l'équipe de France aurait pu perdre contre la Suède, galérer, parce qu'elle fait match nul, galérer contre la Suède par exemple, qui a un 4-4-2 compact? Bah déjà, alors il y avait un point qu'on avait abordé et que j'avais abordé justement dans l'analyse après les rencontres de l'équipe de France face au Pays de Galles et à la Bulgarie, c'était le fait d'affronter une ligne de 5. Déjà, ça bloque un petit peu le circuit de jeu avec les renversements vers les latéraux. On avait vu face à des défenses à 4, face au Pays de Galles, face à la Bulgarie, on avait vu des latéraux avec pas mal de liberté. Là, il y a eu des tentatives de renversement, notamment en première mi-temps avec de Varane vers Digne, qu'il a tenté 2 fois, je pense, sur la première période. Il y en a d'autres aussi qui ont tenté de renverser. Ça, c'était plus compliqué quand même si ça amène une occasion grâce à une remise de Digne en une touche. Donc c'était pas non plus une cata. Mais voilà, ça limitait les risques sur la largeur pour les Hongrois. Et il y a un autre truc au milieu que j'avais remarqué, c'est que alors évidemment, bon, les Français se laissaient très, très facilement orienter vers les côtés, se laissaient vraiment faire. Ce qui fait que les Hongrois étaient en situation un bel avantage numérique pour les enfermer dans les couloirs, à gauche comme à droite, mais surtout à droite. Et j'ai pas mal vu l'attaquant, à chaque fois un des attaquants hongrois, au lieu de rester dans l'axe, se déporter et aller aider en fait les joueurs qui fermaient couloir pour empêcher les retours intérieurs. Donc voilà, mais après globalement non, c'était un 5-3-2 qui pouvait se transformer en 5-4-1 du coup selon les situations. Un bloc bas en effet, mais bon, le problème était surtout côté français. Après ça a bien été fait côté hongrois, ils n'ont pas trop été pris dans le dos, ils étaient très agressifs, très présents au cadrage pour éviter d'être pris par des ouvertures. Et voilà quoi, c'est un match sérieux d'une équipe correcte pour défendre quoi. Raphaël, qu'est-ce qui t'embête le plus? Alors il y a beaucoup de choses qui t'embêtent évidemment, entre la façon dont les joueurs ont interprété les situations et simplement les profils alignés. Par exemple, est-ce que... Alors je te pose la question, mais c'est toujours plus facile après. Est-ce qu'un Rabiot est pertinent, par exemple, dans un match comme ça, si tu as déjà Kanté autour? Voilà, ce sont des questions comme ça.
Est-ce que voilà, tu changerais les hommes ou tu changerais les consignes, en sachant qu'évidemment tu peux pas créer un projet de jeu à partir de rien si tu l'as pas fait avant, quoi. Sur Rabiot, je pense que Deschamps a répondu à ta question encore mieux que moi, parce que c'est le premier qui sort à la 57e, remplacé par Dembélé, et on pourra parler de son entrée. Mais Rabiot dans ce genre de match, c'est les mêmes choses qu'on avait vu du côté du PSG, qu'on avait vu en équipe de France sur les matchs qu'il avait fait. C'est un joueur qui aujourd'hui est pas capable de s'exprimer entre les lignes, déjà de s'y placer, parce qu'il va souvent sortir du bloc pour recevoir le ballon dans des zones de confort, et qui va sur ses prises de balles et sur je vais dire changeant de rythme, mais justement il n'a pas forcément cette capacité à les faire, alors que je trouvais qu'en début de carrière il était capable de se projeter dans la surface, de percuter balle au pied. Il a l'air beaucoup plus en contrôle aujourd'hui, et du coup il a été très neutre, et c'est souvent le cas de Rabiot dans ce genre de match contre des blocs reculés. Il s'éclate beaucoup plus, limite dans un match comme l'Allemagne, où quand il récupère le ballon, il a 10-15 mètres où il peut s'engager pour faire respirer un peu les Français, voire se projeter, même s'il n'a pas eu l'occasion de le faire contre l'Allemagne. Donc bon, ça c'est, je pense, un premier truc qui était assez prévisible, même si on peut comprendre l'idée de garder le même groupe ou presque, même 11 ou presque, à l'exception de Digne pour enchaîner avec le deuxième match. Mais c'est plus collectivement, même s'il y a eu des occasions pour l'équipe de France, finalement j'étais en train de vérifier la qualité des occasions créées, et ils ont les occasions pour l'emporter, mais c'est plus une impression visuelle d'incapacité à créer des décalages de manière systématique. C'est-à-dire que tu as des occasions, mais tu as des occasions qui ne découlent pas d'une intelligence collective ou d'une façon que tu as eu de préparer le match ou de l'analyser pour créer des décalages, ou même d'un projet de jeu qui découlerait de plusieurs années. Et je pense que c'est ça qui pose problème quand l'équipe de France joue contre des blocs bas, au-delà de l'efficacité ou non, parce qu'avec des joueurs comme Griezmann, Benzema, Mbappé et Pogba, même Kanté qui a été très bon offensivement, t'arriveras toujours à te créer des occasions contre des équipes comme ça, même s'il y a beaucoup de densité, même si tu te fais enfermer dans les pièges que l'adversaire essaie de te poser. Mais par contre, il n'y a rien d'organisé entre 3, 4, 5 joueurs pour savoir comment créer des décalages. Et on parlera de l'Allemagne après. Mais le contraste entre le match de 15h et celui de 18h sur ce plan-là, il est délirant, parce que t'as deux équipes qui affrontent deux blocs bas. Alors, d'organiser différemment, bien sûr. Mais une qui a une façon de l'attaquer précise, et une autre qui part sur des inspirations, réussies ou non. Et l'exemple, je pense que c'est l'occasion où Mbappé appelle dans la profondeur, Griezmann lui donne un ballon un peu compliqué, et Mbappé arrive à talonner acrobatiquement pour Benzema qui arrive au lancer et qui rate sa frappe. Je pense que c'est un peu le symbole de cette équipe de France, capable de créer des très bonnes occasions, mais à l'inspiration. Alors j'entends que dans un tournoi comme ça, c'est une grande part de la réussite, c'est la qualité individuelle et les inspirations. Mais je pense que quand même qu'à un moment, il faut arriver à dépasser ça, et que tu n'as plus aujourd'hui l'excuse du temps de préparation ou des conditions de sélection, sachant que ce groupe-là, donc là du 11, il y avait quand même Lloris, Pavard, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé qui étaient là en 2018. Et t'en avais quand même quelques-uns qui étaient déjà là en 2016. Et c'est un groupe qui, depuis en gros 3-4 ans, si tu comptes ceux qui sont entrés sur le terrain, là les Dembélé, Tolisso, les Giroud, je crois que j'ai tout le monde, ouais, qui jouent ensemble depuis 3-4 ans, minimum. Qui a l'habitude de jouer contre des équipes qui attendent bas, et là t'as toujours pas de réflexe, d'automatisme, d'idée, de concept, et ça ça empêchera pas l'équipe de France de ça se trouve d'aller en demi-finale, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est un peu dérangeant, et qu'à un moment tu risques ça passe tant mieux, mais tu risques de le payer un moment, et après on se dira ah bah oui, mais en même temps il savait pas faire ça, les autres fois ça passait, mais ça devait être puni un jour. Donc je suis un peu frustré, je pense que ça se sent. Florent, tu places où l'échelle des responsabilités entre les centraux qui prennent pas forcément d'initiative, les milieux qui vont pas forcément se placer entre les lignes, les attaquants qui font peut-être pas les bonnes courses, les bons placements? Tout le monde est peut-être responsable, mais ça part de quel endroit? Pour moi, ça part de la base, ça part des centraux. Il y a une action assez classique. Alors, je dis pas qu'elle s'est déroulée exactement comme ça sur ce match. Néanmoins, elle va permettre de résumer un peu la chose. La balle est dans les pieds de Varane, par exemple. Varane va donner à Kimpembe. Kimpembe a de l'espace devant lui, mais il ne va pas prendre l'espace devant lui. Rabiot va décrocher. Pour demander le ballon. Tu te dis il va la remettre dans une autre zone, parce que s'il décroche c'est pour essayer de faire sortir quelqu'un et ensuite de donner à quelqu'un d'autre, et en fait Rabiot va remettre à Kimpembe. Du coup tu restes dans la même zone, donc ça n'a aucun intérêt, alors que dans l'idée, prenons l'exemple où Rabiot donnerait à Varane.
Donc on a Kimpembe, Rabiot fait coulisser le bloc hongrois vers son côté et remet en une de l'autre côté vers Varane. Normalement, ça ouvre de l'espace pour Varane, qui a une vingtaine de mètres peut-être devant lui où il peut porter la balle. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, tout défenseur normalement constitué qui maîtrise le jeu de position, il va porter le ballon, il va dépasser la première ligne adverse. Que fait Varane ? Il fait une passe supplémentaire sans avancer, il fait une passe vers Pavard, ce qui fait que sur le temps de passe, le bloc adverse a largement le temps de coulisser et il n'y a aucun décalage qui a été créé, alors que tu as fait 4 ou 5 passes de préparation pour essayer de libérer de l'espace. Et ça, c'est un truc qui se répète constamment avec cette équipe. Et moi, en revoyant la première mi-temps, je me suis dit, ok, les Hongrois, ils avaient 2 mecs devant. Et tu n'as jamais, ou quasiment jamais, créé le fameux surnombre que demande le jeu de position, le surnombre de la ligne arrière pour pouvoir ensuite amener un joueur, permettre à un joueur de porter la balle et d'avancer. Ça, tu ne l'as quasiment jamais créé sur la première mi-temps. Et à la pause, voyant que Pavard était pas très bien, voire pas bien du tout, sur sa première mi-temps, je me disais, il va sortir Pavard, il va faire rentrer Koundé, et je dis pas ça parce que c'est Jules Koundé, je dis ça parce que t'avais ton troisième central qui aurait pu te permettre de faire ça en faisant ce changement. Et puis finalement, non, on est revenu avec la même équipe. Et ensuite, il y a eu le changement Rabiot-Dembélé qui a un petit peu changé l'animation, mais qui n'a pas réglé ce problème de la première ligne et de surnombre qu'il fallait, à mon avis, absolument créer pour pouvoir avoir ces centraux qui rentrent et qui vont fixer plus haut. D'ailleurs, il y a une des séquences en fin de première mi-temps où les Français créent un décalage sur le côté droit. Je sais plus exactement sur quoi ça se termine, mais en gros c'est une action dangereuse, je sais plus exactement laquelle. Je crois que c'est Pogba qui tire en angle fermé à la fin. Mais au départ de cette action, sur la construction, Varane il est dans les 30 mètres adverses. Et il participe à la construction tout en haut. Et ça on le voit qu'une fois en première mi-temps, alors que face à un bloc bas, tes centraux ils doivent pouvoir monter, ils doivent être libérés, ou en tout cas dans ta ligne de 3 il faut qu'ils puissent porter le ballon. C'est parce que si t'as pas de fixation, tu peux aller nulle part face à des blocs bas. Puis, vu ce qu'a proposé Rabiot offensivement, t'aurais pu limite lui dire d'aller entre les deux centraux, de se mettre là, d'attirer Salah ou Zalaï, ou limite de mettre Kimpembe axe, Varane axe droit et Rabiot qui vient décrocher dans la zone cross et qui là va pouvoir avancer balle au pied avec de l'espace. Ce qu'il a pas eu l'occasion de faire, tu vois. Mais c'est vrai que là sur le coup je me suis dit la même chose, pas pour le faire rentrer à la place de Pavard qui a vécu une première mi-temps difficile, mais vraiment pour faire comme l'Allemagne, tu vois, 3 centraux, une base de 2 au milieu et puis t'en mets 5 devant. Un mec à gauche, un mec à droite qui étire et 3 mecs à l'intérieur. Ce que l'Allemagne a très bien fait, mais c'était pas prévu apparemment. Et en plus, sur la première mi-temps, les rares fois où il passe à 3, c'est Kanté qui décroche entre les centraux. Parce que Kanté est le numéro 6. Mais quand tu vois ce que Kanté a pu faire sur les 2-3 ballons qu'il va toucher dans les 30 derniers mètres, où il fait sa petite feinte de corps pour s'ouvrir l'espace sur sa gauche, et à chaque fois ça passe. Bon, une fois il y a Benzema qui vient défendre sur lui, c'était un petit peu ennuyeux. mais voilà, donc Kanté il faut qu'il soit plus haut que numéro 6. Il est beaucoup plus. Enfin, j'ai presque envie de dire dans un registre très différent. J'ai l'impression qu'il est capable d'être aussi créatif que Pogba maintenant dans le dernier tiers. Donc, parce que dans la conduite de balle, je pense que c'est devenu le meilleur des 3 au milieu. C'est pas impossible. Capacité à percuter balle au pied. Et Benzema, il était encore en mode Real Chelsea demi-finale Ligue des Champions. Et il s'est dit merde, Kanté est passé, il faut que je ouais, c'est ça. Mais le pire, Raphaël, c'est que alors la passe Varane-Pavard, on la connaît par cœur. Il y a quand même cet aspect consigne de Didier Deschamps. Maintenant, on a quand même vu Umtiti, par exemple, faire une chevauchée en 2016 face à l'Allemagne. Et, alors que je vois que Florent a pris la main sur notre magnifique logiciel, truc qu'on n'utilise jamais. Vas-y, Florent, dis-nous un truc. Non, un truc aussi par rapport à la Hongrie qui me revient quand tu parles de la passe Varane-Pavard, c'est que les Hongrois l'avaient bien scouté parce qu'en première mi-temps, leurs 2 latéraux, d'un côté et de l'autre, sortaient très très haut, étaient très agressifs sur ces passes-là. Et ça leur permettrait de tenir leur bloc médian un peu plus haut, qui ressemblait vraiment à un 3-5-2. Tu avais des fois les 5 joueurs qui étaient alignés derrière les 2 attaquants. Voilà, c'est une petite parenthèse pour préciser. Est-ce que tu as besoin de bien scouter la France pour voir que Varane, non, tu le sais. Tu vois, t'écoutes même vu du banc, parce que... Ouais, c'est ça. Non, mais... T'as même pas regardé les matchs, c'est vrai. C'est la passe qui nous énerve le plus depuis des années, je pense. Et d'ailleurs, je crois que Pavard termine le match avec le plus de ballons touchés. Il a touché une centaine de ballons, il me semble. Donc on n'a pas non plus essayé de beaucoup en sortir, j'ai l'impression. Après, Raphaël te dirait que vaut peut-être mieux ça que la transversale de Varane en touche qu'il a oui, alors assez peu apprécié pendant le match. C'était plus souvent pied gauche.
qu'il a eu à faire sa transversale d'ailleurs. C'est un autre problème de l'équipe de France, mais non, oui, alors après on en vient aux limites de Varane quand même avec ballon, qui là aussi c'est un peu un gimmick vu du banc, mais c'est un des meilleurs centraux du monde et je pense que c'est un des plus faibles dans ce domaine-là. Alors que il est excellent, il fait partie des, je sais pas, des 6-7 meilleurs, 8 meilleurs, mais je pense que c'est le moins bon dans la création et la construction du jeu. Et c'est vrai qu'Umtiti avait fait beaucoup de mieux en 2016, qu'il avait aussi fait beaucoup de mieux en 2018. Je pense que le match contre l'Argentine, par exemple, il apporte beaucoup dans ce domaine-là. Et je suis un peu, pas déçu, mais bon, un peu frustré que Kimpembe n'ait pas les mêmes responsabilités, parce qu'il est capable de le faire aussi. Alors, il a connu quelques ratés en équipe de France sur ce plan-là. Donc peut-être qu'il se limite depuis et qu'il est plus sobre. Mais c'est dommage de le voir là-dedans, parce que tu vois, si tu fais décrocher un de tes milieux ou que tu mets Koundé axe droit, Varane axe en couverture parce qu'il va très très vite, il aurait géré tout le monde, et Kimpembe axe gauche, avec Kimpembe et Koundé sur les positions de centraux excentrés, là t'as deux mecs qui peuvent se porter, qui peuvent casser à l'intérieur, qui peuvent limite éliminer une ligne de pression balle au pied, surtout Koundé, qui peuvent dédoubler comme des centraux de Sheffield ou je sais plus quel pays on a vu récemment où Tierney avec l'Écosse, parce que Koundé aurait pu le faire côté droit. Et ça manque un peu de ça manque de folie. Il y a quand même des occasions, mais voilà, l'équipe de France contre des blocs bas, c'est l'inspiration, c'est l'adaptation permanente selon les ajustements personnels. Là, on a vu un Griezmann qui a limite joué ligne de touche sur une bonne partie de la première période, dans une position où il a donné quelques ballons à Mbappé, mais il y a aucune régularité dans ce que tu es capable de créer et d'organiser d'un match à l'autre contre ces blocs bas, alors que quand même tu le fais 8-10 fois par an quand t'as une saison normale. Raphaël, qu'est-ce que t'as pensé du milieu de terrain? Parce que la limite, la défense, que ça casse pas la première ligne et que tu dois attaquer, je sais pas, à 6 ou 7 contre 10, c'est un peu habituel. Par contre, on a vu par exemple Pogba, qui était injouable sur le match précédent. Là, t'as pas retrouvé ça, alors qu'il y a des moments où il suffit d'avoir cette domination au milieu pour gagner des matchs, avoir des occasions, malgré une animation qui est perfectible. Ouais, mais je pense que tu le vois pas aussi parce que tu sais pas trop comment occuper l'espace. C'est-à-dire que Pogba, si tu veux le trouver dans des zones intéressantes, ce sera soit proche de Kanté, mais avec assez d'espace pour trouver une passe dans un espace ouvert, ce qu'il n'y avait pas là parce que la Hongrie était très resserrée. Soit tu vas le trouver directement entre les lignes, et là, avec sa qualité de frappe ou sa vista dans les 30 derniers mètres, il va être capable de créer quelque chose. Là, est-ce que Pogba, tu l'as trouvé souvent dans le dos de Schäfer, Nagy et Kleinheisler? J'ai l'impression que tu le trouves souvent hors du bloc, un peu comme Rabiot. Alors il a plus de qualité offensive, mais c'est surtout Kanté qu'on a vu entre les lignes, après des appuis, après des 1-2, après des éliminations balle au pied grâce à sa conduite de balle ou ses prises de balle orientées, comme le disait Flo. Il fait un peu toujours la même chose, mais ça passe toujours, surtout quand le ballon vient de la droite. Quand le ballon vient de la gauche, il a plus de mal à s'orienter vers l'intérieur. Mais voilà, Pogba dans ces matchs-là, l'équipe de France a quand même beaucoup de mal à le trouver dans les bonnes zones. Et d'ailleurs, les grands matchs de Pogba en équipe de France, c'est souvent des matchs où l'équipe de France partage le ballon, voire la moins. Et celui de l'Allemagne, c'était un tout autre registre où il y avait, on peut parler de la Belgique aussi, où il avait été bon, de la Croatie, où il avait à la récupération de l'espace à trouver, soit balle au pied, soit par ses passes. Et là, il en avait pas du tout. Et disons que l'occupation de l'intérieur du jeu, il y avait des choses intéressantes sur les matchs de prépa où Griezmann, Benzema, Mbappé jouaient proches l'un de l'autre pour attirer, pour combiner. Et là, sur ce match-là, ils ont joué ultra étiré, avec un Griezmann qui a joué, comme je disais, vraiment ligne de touche. Mbappé qui a joué très à gauche sur une bonne partie de la rencontre, jusqu'à ce que finalement il attaque l'axe sur des ballons un peu plus longs. Et je trouve que l'association de ces trois-là, alors elle se délite pas, je vais pas exagérer, mais je sais pas s'il y a vraiment une idée claire, si l'équipe de France sait ce qu'elle veut faire avec ces trois-là selon les matchs. Là, t'aurais pu les mettre les trois à l'intérieur, mettre Dean très haut et le trouver pourquoi pas lancer dans le peu d'espace qu'il y avait parce qu'il est capable de le faire, et mettre Pavard ou un autre profil côté droit pour occuper cette largeur. Là, t'as joué, ouais, comme tu disais Christophe, avec 6 contre 10, mais en plus 6 qui pouvaient même pas combiner, donc c'était encore plus dur. En plus, Florent, il y a un truc, c'est que t'as un profil comme Lucas Digne qui peut faire de très jolis centres, qui en fait d'ailleurs un qui est l'un des plus beaux, je pense, en équipe de France depuis des années. Mais le fait de jamais te créer de décalage, au final, tu le mets dans une situation où il a pas cet espace-là, et mine de rien, il a pas l'explosivité sur les premiers appuis d'un Théo Hernandez pour s'ouvrir l'espace, même d'un Lucas Hernandez, je pense. Du coup, même ces joueurs-là qui peuvent être intéressants une fois que les décalages sont créés, si tu crées pas les décalages, en fait, ils perdent quand même la plupart de leur intérêt.
Bah, c'est ça, oui. Digne, il fait 5 centres sur le match, il en réussit un, donc sur l'occasion. Il crée une grosse occasion, ça doit être une des rares d'ailleurs françaises, avec celle de Benzema, je crois qu'il y en a 4 au total. Mais c'est vrai que bah, tu pouvais imaginer quelque chose avec Digne, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que les Français ont essayé de faire au bout de quelques minutes. C'est-à-dire que tu essaies de créer à droite, ou en tout cas de tenir la balle assez haut à droite avec Griezmann qui dézone, avec Pogba. Pogba, pour revenir sur ce que disait Raphaël, a aussi joué énormément de dos au but sur ce match. En appui, quasiment collé à la défense. Enfin, c'était très spécial comme utilisation. Avec un Pavard plus bas, tant qu'à faire, met Pavard plus haut et demande à Pogba d'occuper le rôle reculé d'animateur. Enfin, c'était très bizarre, l'animation du couloir droit entre Pavard, Pogba et Griezmann. Mais bref, tu as ce côté-là qui a beaucoup tenu le ballon, et c'est ensuite de ressortir et de renverser. Maintenant, faut réussir à se sortir de la pression hongroise pour pouvoir renverser. Ça a été fait une ou deux fois avec Varane, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, c'était un petit peu à qui tout double. Digne a souvent tenté ses remises en une touche dans la surface, là, où les Hongrois se font prendre une fois, je crois, et les autres, ils arrivent à les repousser. Mais oui, après, côté gauche, c'est là où ça m'a surpris, par contre, un petit peu. C'est que en début de match, il y a une action où les Français, ça démarre par une passe intérieure. Elles sont rares, donc on les note, de Kimpembe qui trouve Benzema à l'intérieur. Benzema oriente le jeu vers le côté, et ensuite part animer un petit peu une action à 3 où tu as Benzema, Digne et Rabiot. Donc Benzema a la balle dans les pieds, Rabiot et Digne se projettent. Benzema décale Digne qui centre, et c'est la tête de Mbappé sur la première tête de Mbappé du coup. Et cette action-là, on l'a vu qu'une fois. Et c'est vrai que tu vois un mec comme Benzema sur ce match-là, dans la participation au jeu, dans la construction, lui non plus n'a pas été là où on pouvait espérer qu'il soit. De toute façon, en termes de création, Benzema, Mbappé, autant Griezmann a fait beaucoup, je trouve, ou a tenté de faire beaucoup, autant Benzema, Mbappé se sont assez vite soit éteints, soit enferrés dans des tentatives individuelles où dans la densité, il fallait vraiment faire l'exploit pour passer. D'ailleurs, Mbappé en fait un et pas loin de passer en fin de première mi-temps. Mais dans l'association avec les autres, j'ai pas trouvé ça très très naturel, on va dire. Raphaël, j'ai l'impression qu'on progresse pas du tout sur l'association des trois, et que par exemple un Benzema peut avoir certains mauvais côtés, certains côtés du Real où il va se mettre à décrocher ou autre, sauf que là c'est pas forcément pertinent dans le contexte de l'équipe de France. Et il sera pas forcément dans la surface quand ça exige d'être dans la surface. Au final, qu'il soit un peu à contre-temps, qu'il veuille bien faire, peut-être, sans doute. Oui. Mais ça, pour l'instant, c'est pas fluide, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça quand même, parce qu'il joue énormément de ballons en une touche. Alors il y a l'occasion qui est énorme pour lui là, mais je trouve, en fait, je trouve que c'est sur sa qualité la plus forte pour le moment. Il est pas productif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déviations ratées, beaucoup de décalage qui peut réussir techniquement par une passe qui semble pour son niveau, pour lui, hein, pas pour nous, mais pour lui assez simple, et qui rate. Et ça, c'est particulièrement frustrant parce que tu peux rien faire à part attendre en gros qu'il se remette à son niveau habituel. C'est pas comme si c'était des situations que lui savait pas gérer, où tu le trouvais dans des contextes trop difficiles pour lui. C'est des situations qu'il sait très bien gérer et qui gère contre des blocs plus forts et des défenseurs individuellement plus forts. Donc faut juste attendre. Je pense qu'il y a peut-être ce côté-là de pression. Je lisais un papier de Vincent Duluc là dans l'équipe qui estimait que Benzema semblait un peu crouler sous ce truc-là. C'est vrai que le retour en équipe de France, les attentes autour de cette équipe à qui on promet le titre depuis maintenant plusieurs mois, et même encore plus depuis que Benzema est revenu, parce que t'as ce côté attaque de rêve. Et j'ai l'impression que ouais, il y a un peu de ce truc-là. Alors c'est difficile parce qu'on n'est pas dans la tête des joueurs, mais comment expliquer autrement que Benzema, qui est peut-être l'attaquant ou un des 2-3 attaquants les plus propres quand il faut combiner un peu avec Firmino par exemple, ne soit pas à son niveau classique face à des adversités qui sont pour l'instant pas terrifiantes. L'Allemagne était une bonne équipe, mais même il y a des défenseurs que Benzema avait l'habitude de dominer quoi, en termes de niveau. Donc sur ça, c'est vrai qu'on est étonné, mais je vois pas ce qu'il y a comme solution évidente sur ce plan-là pour lui, à part un retour à la normale. On peut parler de pas mal de choses, Florent, mais bon, ça fait déjà une demi-heure, donc on va devoir recentrer. Il y a aussi une partie importante, je trouve, c'est ce qui s'est passé sans ballon. C'est-à-dire que
Le Portugal s'est créé des situations en étant bon à la perte, du coup en récupérant le ballon dans des zones où tu pouvais remettre rapidement un centre dans la surface, etc. Et surtout, ne concédait pas grand-chose. Alors son double pivot, William Carvalho, Danilo, Ivo Schivo, il a explosé cet après-midi. Donc voilà, n'empêche que la Hongrie, qui en plus avait Zalai sur tout le match, alors que là, elle l'a perdu au bout de 25 minutes, n'avait quasiment rien à se mettre sous la dent. Là, l'équipe de France, au-delà du but encaissé, elle a quand même concédé quelques trucs. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, plus cette difficulté à récupérer le ballon rapidement? Et bon, il y a eu pas mal de fautes dans le lot aussi. Ça peut aussi être embêtant, parce que c'est-à-dire même quand tu vas dans le camp adverse, t'as du mal à t'y installer, à vraiment maintenir ton temps fort en récupérant rapidement les ballons. C'est ça, on a très peu senti l'effet vague, l'effet temps fort, qui doit normalement aussi permettre à une équipe dominante face à un bloc bas de finir par réussir à le faire craquer. Ça, on l'a pas senti parce qu'en effet, sur le contre-pressing, il y a eu énormément de fautes. Et d'ailleurs, si vous regardez la map des fautes, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont faites dans la fameuse zone devant, on va dire, à 15 mètres devant la surface de réparation, où le contre-pressing est déclenché en général. Il y en a une de Rabiot terrible, je sais plus à quel moment du match, où il y a un Hongrois qui va s'enferrer dans 4 joueurs s'il le touche pas, et il fait faute dans son dos, il le bouscule super fort, il tombe et ça donne un coup franc. Et c'est vrai qu'autant il y a des fautes tactiques sur le contre-pressing qui sont utiles, autant là c'était des trucs qui t'annulaient ton contre-pressing alors que t'étais bien parti. C'est ça. Et à côté de ça, les séquences de pressing coordonné, mais bon, c'est pas le bon mot parce que c'était pas du tout coordonné en fait. Quand les Hongrois repartaient, parce que les Hongrois à chaque fois sont repartis courts, ou quasiment, je crois, il y a eu très peu de longs ballons, et le nombre de fois où tu vois les Hongrois ressortir, mais sans difficulté, parce que le bloc français dans le camp adverse clairement ne sait pas comment faire, ou en tout cas n'a pas préparé quoi que ce soit pour essayer de contrer les sorties de balles hongroises. Alors que, et ça c'était aussi dans un article sur Coparena, de Feta Compo, qui est notre nouvelle recrue, c'était quelque chose sur quoi tu pouvais piéger la Hongrie sur ce match-là, parce qu'ils ont déjà rendu des ballons bêtement sur des tentatives de sortie de balle qui reviennent ensuite aussi vite sur le but. Et il y en a eu, je pense que les Français en ont peut-être une situation où ça part en transition, c'est quand, je crois, Digne récupère dans les pieds de Nego, et que ça part sur Mbappé, puis Benzema qui doit décaler Griezmann à droite, et il y a un Hongrois sur sa route qui coupe cette transition-là. Mais c'est la seule, alors que les Hongrois n'ont fait que ressortir court, je pense. Et du coup, à chaque fois qu'ils ressortent court, t'as une occasion de casser leur pressing. Et le plus souvent, ce qui s'est passé, c'était l'inverse. Donc voilà. Assez ennuyeux aussi sur bloc haut. Face à l'Allemagne, c'était pas gênant parce que tu les attendais en bloc médian, etc. Là, t'as essayé de tenir haut, mais franchement, je sais pas encore le pourcentage de réussite des pressions françaises dans le tiers adverse, mais à mon avis, c'est très très faible. En fait, dès que la Hongrie touchait un des pistons, le pressing français était déshabillé parce qu'il suffisait que le piston fasse une touche à l'intérieur et c'était fini. Ouais. Et à ce niveau-là, le nudge, du coup, puisqu'il faut pas dire Nagy, a été très très bon. C'est dommage pour lui et pour la Hongrie aussi d'ailleurs, qui gère très très mal le long ballon égalisateur, puisque c'est lui, je crois, qui a la retombée avec Nego peut-être, côté hongrois. C'est dommage parce qu'il fait un super match jusque-là. Entre lui et Klein-Eisler, il y a vraiment deux perfs intéressantes au milieu. Mais tu vois, dans ces cas-là, quand tu sais pas trop comment presser haut et mettre une zone presse ou une trappe en place, je pense que le plus simple, surtout quand t'es plus fort individuellement, c'était que la France fasse du marquage individuel quand elle était dans le camp adverse, quoi, quasiment. L'Atalanta, quoi. Les 3 attaquants contre les 3 centraux, Pavard qui sort sur Fiola, Digne sur Nego, et ils étaient tellement loin à chaque fois. Ils sortaient, ils étaient à 10 mètres, donc c'est ce qui se passe sur le but, de toute façon. Et ouais, c'est ça. Et les 3 milieux sortaient 3 milieux, et tu fais confiance à Varane, Kimpembe pour gérer les 2 attaquants. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Et là, si tu veux presser haut, tu presses haut, mais là, c'était juste, on est là haut, mais on sait pas quoi. Voilà, c'est ça. Pas de pression sur le porteur, et je pense que les mecs étaient à la fois, je sais pas si c'était mental ou physique, mais ils avaient du mal à revenir. Et il avait l'air de faire aussi 45 degrés. Mais du coup, dès que ta première ligne était éliminée, t'étais à 7. Et ça, c'était, alors que contre l'Allemagne, ils avaient été très très bons sur ces phases de repli là. Notamment Griezmann. Là, pour le coup, les gars étaient très 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 vite éliminés, et puis là, se replacer en bloc, ça avait l'air compliqué. Et c'est vrai que du coup, ça mettait en difficulté un joueur comme Pavard, Florent, qui a eu une première période assez compliquée en sortant régulièrement à contre-temps.
Alors c'est sûr que dans ces moments-là, tu te dis, ça aurait été mieux s'il n'avait pas été explosé, parce que je sais pas quelles sont les suites de son éventuelle commotion, tout ça. Visiblement, il a fait des tests, c'était bien. Notez que je l'ai tweeté, que Willou m'a retweeté. Willou, salut, il nous écoute. Et bon, j'ai eu toute, je sais pas si c'est sa communauté, mais beaucoup de gens qui sont arrivés dans mes mentions. C'était un enfer absolu. Mais bon, tous les gens m'ont dit, c'est son niveau, etc. Non, c'est pas son niveau de sortir comme ça à contre-temps. Mais c'est vrai qu'en plus, défensivement, tu t'es exposé sur des situations où voilà, t'as une défaillance d'un joueur et les autres qui sont pas géniaux. Genre, par exemple, Varane sur l'action peut le sauver et ne le sauve pas. C'est vrai qu'en fait, dans l'absolu, tu peux faire un mauvais match et quand même gagner 1-0 ou 2-0 si t'es un tout petit peu plus réaliste et si t'as pas ces mini-bugs défensifs, en fait. Ouais, c'est ça. Pour un peu, pas contrebalancer, mais pour dire que la France aurait pu faire un match de plus à gagner sans être incroyable, en ayant pas mal de lacunes, finalement, dans l'élaboration de son jeu. Bah, comme l'Espagne face à la Suède, si tu veux. Tu peux faire un parallèle, je pense, entre ces deux rencontres. Ou l'Angleterre face à l'Écosse, puisque l'Angleterre a aussi ses 2-3 grosses occasions pour gagner ce match-là. Je pense que tu peux faire ce genre de parallèle assez facilement parce que ça se répète quand même sur certains matchs. Sauf que la Suède a quand même prouvé qu'elle était plus solide que la Hongrie en théorie sur sa phase def, tu vois. C'est ça qui est plus... Oui, mais après les Hongrois ils tiennent 85 minutes. Hein. En concédant aussi des grosses occasions face au Portugal, mais... Oui. La vraie diff, c'est qu'ils ont réussi à marquer cette fois. Par rapport au premier match. Florent, on était tous les deux d'accord sur le fait que la Hongrie avait vraiment un jeu intéressant, et d'ailleurs on l'a revu, hein, les dédoublements de Zalai par exemple, le central gauche, vraiment pas mal, et je pense que lui, alors je sais pas s'il va se retrouver à l'Atalanta, mais en tout cas peut se retrouver comme ça dans des équipes qui responsabilisent bien leurs centraux, parce qu'il est quand même pas mal. Il y a des vraies idées. Maintenant on avait vu aussi que contre le Portugal, tu pouvais faire exploser cette défense en fait, c'est-à-dire qu'on était tous les deux à la fois séduits, à la fois on se disait mais la France va leur en mettre 3 parce que c'est beau mais vain, quoi, c'est-à-dire c'est parfois plus esthétique que vraiment talentueux, et finalement pas du tout. Ouais. Et même quand la France marque, t'as aucun temps fort qui suit ça, alors que contre le Portugal, bon, c'est pas pareil, hein, c'est 1-0 en fin de match, ils ont beaucoup plus défendu, mais ça explose dans la foulée, et là t'arrives pas à capitaliser là-dessus, et t'arrives pas non plus, une fois que t'es mené, à te dire bon là on peut plus jouer le 0-0, enfin ça va finir par tomber, au pire c'est 0-0, tu dois absolument attaquer, et t'as moins d'occasions à 0-1 que t'en avais à 0-0. Il y a pas mal de trucs comme ça sur les temps forts, la gestion du score, etc., où je me dis bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas des signaux super encourageants pour la suite. Ouais, et puis après t'as peut-être le côté de l'équipe galvanisée à 1-0 avec 60 000 personnes qui applaudissent un dégagement. Qui peut-être aussi un petit peu jouer en faveur des Hongrois. D'ailleurs, petite parenthèse, mais l'équipe de France a tellement... parce que j'ai vu pas mal de blagues sur la déclat de Griezmann après le match, où il dit on n'avait plus l'habitude de jouer... en plus, il le dit de manière assez légère, mais on n'avait plus l'habitude de jouer dans un stade plein. Du coup, on s'entendait pas quand on parlait, quand on communiquait. Et en fait, moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que quand t'es l'équipe de France où tout passe quasiment par les individualités, des associations, en phase défensive, des compensations ou des changements de marquage, parce que ça on l'avait vu face à l'Allemagne notamment, je me dis, c'est vrai que s'ils peuvent pas communiquer et s'organiser entre eux sur le terrain, vu qu'ils sont pas tant que ça organisés avant, s'ils peuvent pas s'entendre, ça peut être compliqué quand même derrière. Voilà. C'est un petit peu bête, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas. Ça peut. L'ambiance avait l'air dingo quand même. Surtout après le but de la Hongrie là, où Fiola est hyper chaud et chauffe tout le monde après son but. C'est pour ça que si tu marques au bout de 10 minutes, je pense que ça peut faire. C'est toujours facile, hein, mais ça peut vraiment dérouler parce que le stade, t'as jamais cet effet-là, quoi. Si tu les calmes direct. Là t'as vraiment le truc inverse où vraiment il y a tout pour que les mecs à fond soient à 120%. D'ailleurs ils ont gagné la Coupe du Monde au coup de sifflet final. C'était quand même assez beau à voir, vraiment leur joie d'avoir pris un point, alors qu'ils auraient pu en prendre 3 et garder des chances pour la qualif. Beaucoup aimé aussi la journaliste ou la speakerine qui était en bord terrain et qui s'est fait retourner son bureau sur le but de Fiola. C'était très Eric André quand j'ai oublié son nom, quand le mec de The Wire et je sais pas si vous voyez Lance Reddick arrive et tape sur la table d'un coup et qui sait pas si c'est sérieux ou pas. En fait, quand il y a, on va rester sur cette référence, quand il y a le plan serré sur elle qui est comme ça avec les bras en l'air. Bon, désolé, ça passe qu'à la vidéo, mais je voyais très bien le Will Be Right Back du Eric André Show pile à ce moment-là. C'est ça. Mais
pour rester sur un dernier truc, par contre, sur l'équipe de France, Faut qu'on parle des changements quand même. Ouais, juste après alors, c'était sur le fait que Griezmann ait joué à droite, que Mbappé ait joué pas mal à gauche, que Benzema était dans l'axe, bref, qu'ils étaient tous les trois très étirés. On l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense que ça vient surtout d'un truc, c'est que le jeu partait trop tôt, à droite ou à gauche, ce qui fait que forcément il s'y déplaçait, et qu'ensuite il y avait des trios qui se créaient sur les côtés. Mais on aurait eu plus de jeux intérieurs, on aurait eu plus de connexion, je pense, entre les trois. Et d'ailleurs, les rares fois où il y en a eu, il y a eu connexion justement entre les joueurs. Et la première action, c'est le tir de Benzema qui est repoussé par le gardien sur Griezmann, qui rebute sur le gardien mais qui est en position de hors-jeu. Au départ, c'est une passe de Kimpembe qui trouve Mbappé, Mbappé qui trouve Benzema qui frappe et Griezmann derrière. Voilà. Mais Bon, je pense que ça, c'est le ça. revers de la médaille de la liberté prônée par Deschamps, qui dit ouais, je les laisse assez libres, 30 derniers mètres, les attaquants font un peu ce qu'ils veulent. Et parfois, quand ils font ce qu'ils veulent mais qu'ils font pas ce qu'il faut, bah t'es un peu bloqué. Et là, tu vois, la comparaison avec la discipline tactique de l'Allemagne, où les trois attaquants restent dans les zones intérieures avec un dans chaque demi-espace, un dans l'axe, et les pistons restent vraiment collés ligne de touche. Au moins, t'as cette certitude que tu vas avoir des angles de passe et surtout des mecs qui occupent l'espace derrière les milieux. Et ça, en équipe de France, tu sais jamais qui va occuper quelle zone. Ça peut être un avantage contre un adversaire qui va venir t'embêter parce que tu vas être capable d'improviser. Mais quand c'est toi qui dois faire le jeu, tu peux pas être qu'à l'improvisation. C'est un peu l'histoire de l'équipe de France depuis des années, en fait. En plus, les joueurs là font pas toujours les mêmes improvisations. C'est-à-dire que Mbappé parfois va partir en profondeur, parfois va la demander dans les pieds, parfois va jouer bien à gauche, parfois va se recentrer. C'est-à-dire que même leurs préférences de jeu sont pas suffisantes pour que tu te dises bon, ok, ses impros sont celles-ci, mais il va toujours genre insigner, tu peux le laisser improviser, son impro sera toujours la même, du coup tu sauras toujours à peu près dans quelle zone il risque de perdre la balle. Mais d'ailleurs, je pense que Mbappé, j'ai l'impression qu'il a été assez critiqué sur son match. Mais les meilleures situations de la France viennent aussi de ses improvisations. Donc dans une situation en plus t'as pas vraiment autre chose pour faire des différences. Donc j'entends le côté il dribble beaucoup, il s'engage beaucoup dans des initiatives individuelles, mais qu'est-ce que tu proposes d'autre collectivement dans ton occupation du terrain et tes combinaisons pour qu'il ait pas à faire ça, tu vois. C'est un peu le même truc qui était énervant chez Neymar par moment au PSG, mais en mille fois plus prononcé, mais dans une équipe qui, pareil, s'appuyait quand même énormément là-dessus. Et là, il y a son dribble où il élimine 2-3 joueurs et il frappe trop croisé, et la talonnade pour Benzema, je pense que ça fait quand même 2 grosses occasions. Il y en a peut-être une autre que j'oublie. Ah bah il y a le centre, il y a le but en fait. Oui, il y a le but de Griezmann. Oui, où il fait la conservation après la course. Donc voilà, t'as quand même 3 situations où il invente quelque chose, et c'est déjà pas mal, je trouve, dans un match où t'as eu du mal à créer. Et puis mine de rien, il y a quand même un truc, c'est que les dribbles ratés sont toujours plus marquants quand derrière tu concèdes une occasion que quand tu presses bien à la perte et que tu la récupères dans les 3 secondes. Honnêtement, tout le monde oublie. Ça nous fait une belle transition vers l'entrée d'Ousmane Dembélé, ça, non ? Absolument, c'était la transition. Les changements, Dembélé remplace Rabiot, Giroud remplace Benzema, Tolisso remplace Pogba et Lemar remplace Dembélé qui aura fait un petit passage de 20 minutes, la Marlos, mais bon, visiblement il était touché physiquement, ce qui peut expliquer cette ressortie après l'entrée. Raphaël, tu voulais parler des changements, donc parle des changements, surtout que autant Giroud, Benzema, Tolisso, Pogba, bon, en plus sur des durées, voilà, un quart d'heure et ça change pas fondamentalement les choses. Autant Dembélé, Rabiot, ça change aussi l'animation. Oui. Et en plus, on a vu Dembélé. On l'a bien identifié sur ça. C'était surtout pour parler de lui, et même si je vais reprendre les propos d'un grand homme, c'est pas l'histoire du match. Mais Dembélé, sur son entrée, il va occuper le couloir. Limite dans un rôle de piston d'ailleurs. Je pense que tu mets en équipe d'Allemagne, il joue côté droit à la place de Kimmich, vu la position du bloc, où il a été beaucoup dans de la percussion du 1 contre 1. Ça commence plutôt bien parce que je crois qu'il élimine un joueur et qu'il claque un bon centre qui est détourné par le gardien, je crois. Il me semble sur son entrée. C'est pas Poto son premier ballon ? Ah bah il y a le poteau aussi. Peut-être c'est un détail, mais il envoie une frappe sur le poteau aussi. Non, je crois que je confonds avec un moment où Pogba centre comme ça et c'est détourné par le gardien. Mais oui, il y a le poteau. Puis après, par contre, il est dans du 1 contre 1, voire du 1 contre 2. Où là, il a eu beaucoup plus de mal à répéter ces dribbles-là réussis. Mais disons que t'avais au moins quelqu'un qui occupait ce couloir droit. Et c'est ce qui manquait en première période, où Pavard apportait peu dans cette zone-là. Et où même, t'arrivais pas à occuper ce couloir-là. Et c'était Griezmann qui était obligé de jouer ligne de touche. Donc mais par contre, t'arrives pas. Et je pense que c'est un gros axe de progression. Je sais pas si t'auras le temps de t'améliorer d'ici la fin de la compète.
mais t'arrives pas, quand tu trouves un joueur de côté, à retrouver une passe vers l'intérieur. T'as pas c'est-à-dire que tes latéraux vont pas être capables de trouver une passe diagonale vers Benzema, Mbappé ou Griezmann qui serait entre les lignes. Et ça, c'est quand même un truc qui est dommageable, parce que c'est souvent à partir de passes comme ça, que Pavard d'ailleurs avait appris à faire un peu avec le Bayern cette saison. Il l'a fait de plus en plus. Il y en avait quelques-unes sur des matchs avec l'équipe de France quand j'avais fait des analyses. Mais là, on les voit pas, ces passes-là. C'est un peu dommage. Je pense que ça pourrait être une idée pour les prochains matchs de l'équipe de France, être capable de trouver cette largeur et de retrouver du jeu intérieur. Et pour l'instant, à part par des centres, t'arrives plus à remettre le ballon dans l'axe. Il y en a eu quelques-unes, justement, celle pour Kanté, avec sa fin de derrière. Oui, c'est vrai. Mais Kanté qui du coup doit partir de sa zone de 6 où il joue proche de Kimpembe Varane pour apparaître entre les lignes. C'est ça. Mais bon, il a fait un match, il fait une compète et une prépa et une saison Kanté absolument grotesque dans le sens, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop fort. Raison de plus pour... Sachant que l'une des qualités de Rabiot, ça peut être de prendre la balle et d'aller percuter. C'est-à-dire, il va pas forcément se mettre dans les lignes, mais bon, ça, prendre la balle et si tu le retrouves intérieur, essayer de percuter, de frapper en bout de course ou autre, il est aussi, ça fait partie de ses talents sur la phase offensive. Pas vu. Oui. C'est terrible parce que j'ai coupé Florent et du coup, il ne veut plus reprendre. Florent, est-ce que, comme moi, tu te dis qu'en jouant comme ça, l'équipe de France est éliminée face à la Suède? Ou est-ce que... Honnêtement, j'ai dit ça. On cite tous les jours Maxime Brigand. Mais souvent, je fais des tests un petit peu pour voir mes avis. Je lui lance des perches et je vois s'il l'attrape. Et je lui fais, il y a combien France-Suède? Il m'a dit 2 ou 3 buts d'avance pour la Suède. Donc je me dis, il est après sur la même ligne que moi, un peu excessif évidemment. Exagère. Mais blague à part, est-ce que tu penses que l'équipe de France, si elle affronte à nouveau une équipe solide, mais qui a un peu plus de talent offensif, peut perdre? Si elle met pas ses occasions, oui. Parce que ça reste quand même un vrai fait du match. Les équipes de Deschamps, quand elles gagnent, elles sont réalistes. On se rappelle quand même de la finale de 2016. Si l'équipe de France est réaliste, on parle pas de la frappe d'Eder à la 117e. Il y a des situations avant. Il y en a pas 200 000 parce que c'est une équipe de Deschamps qui se crée pas 200 000 occasions par match. Mais s'il y en a 3-4, il faut qu'elle en mette un ou deux. Là, ce soir, il y en a 4, je crois, à la fin du match, il me semble. Et elle en convertit une seule. Voilà. Je pense que l'histoire du résultat, en tout cas, elle est là, et que si tu croises en effet la Suède ou une autre équipe de ce genre, je pense que tu auras quand même une ou deux occasions. Tu n'en auras pas 3 ou 4 comme ce soir. Tu en auras une ou deux, et il faudra mettre ce une ou deux pour passer. Ça sera pas brillant, tu seras pas plus flamboyant, mais je pense que tu peux quand même t'en sortir, même face à un adversaire qui bétonne et qui est un peu plus fort, si t'es réaliste. Mais c'est c'est le lot de toutes les grosses équipes en même temps, qui savent pas faire de jeu ou qui savent pas se créer beaucoup d'occasions. Qu'on soit clair, tu peux gagner le match 2-1 et penser la même chose du jeu français. Les problèmes sont toujours là, parce que les gens vont nous dire ouais, mais la France aurait pu gagner. Oui, bien sûr, et la France aurait pu perdre, elle aurait pu faire match nul, et elle a fait match nul. Enfin, peu importe. Mais dans le jeu, tu retrouves les problèmes déjà ciblés. C'était précisé, parce que parfois on est beaucoup sur le oui, mais d'accord, mais bon, ça aurait pu gagner. Bah oui, d'accord, mais à ce moment-là, on dit juste il y a eu 4 occasions à 1, bonne soirée. Donc, c'était pour répondre un peu à ce truc que je vois déjà arriver et que j'ai vu arriver quand on en a parlé sur les réseaux. Raphaël, je reformule la question que j'ai posée à Florent. Vas-y. Est-ce qu'il y a une inquiétude plus grande pour toi d'affronter une équipe bloc bas contre qui la France galère mais qui serait talentueuse? Alors il n'y en a pas non plus des milliards parce que généralement les très bonnes équipes préfèrent jouer. Mais en gros, est-ce que la plus grosse menace c'est la Suède ou c'est genre les Pays-Bas, l'Italie, Portugal, qui sont des meilleures équipes qui sont des meilleures équipes mais qui vont peut-être justement te laisser attaquer des espaces? Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas je préfère voir la France contre des gros. Parce que je pense que le dernier match que j'ai vu de la France en compétition réussi contre un bloc bas, mais il n'avait pas été bon ce jour-là et il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, c'était contre l'Islande en 2016. Je sais pas si vous vous rappelez du 5-2. On était à Bordeaux, tous ensemble en présentiel. Très bien. Et bah, je me souviens de vous aussi. Je me souviens très bien de ce passage à Bordeaux. Pour d'autres raisons, mais victoire 5-2 de la France, et ça avait été très intéressant dans le jeu entre les lignes ce soir-là. Je me rappelle très bien de ce match pour l'avoir revu et avoir été impressionné par certaines séquences. Mais je ne sais pas si une équipe bloc bas cet été va proposer autant d'espace entre les lignes, et si la France a cette capacité-là cet été à faire la même chose. J'aimerais, mais dans les tirages possibles, limite je préférais que la France joue, je me rappelle plus des tirages, mais joue limite la Belgique ou l'Angleterre, tu vois.
qu'on voit une équipe de France qui moi m'éclate plus limite quand elle est bloc médian, bloc bas et qu'elle se projette vite à la récupération que quand elle est obligée de jouer comme ça et qu'elle y arrive peu ou 4 fois sur 90 minutes. Bah, écoute, Moi, le France-Angleterre, j'ai pas du tout envie de le voir. Ouais, bah, si tu finis deuxième du groupe, c'est ce qui peut s'annoncer, hein, pour le coup. Parce que après, il faut que l'Angleterre batte les Tchèques, ce qui n'est pas non plus fait quand on a vu ce qui s'est passé dans le groupe D sur la deuxième journée. Mais il y a un premier groupe D qui croise avec le deuxième du groupe F. Voilà. Je t'annonce le France-Angleterre, 8 occasions dans le match, dont 6 sur coup de pied arrêté. Ouais. Parce que les deux équipes ont beaucoup de mal à jouer à l'intérieur. Je suis pas sûr que l'Angleterre se trouve une flamboyance d'ici là. Après, peut-être que je me projette mal, hein, mais je le sens pas du tout. Je le sentirais beaucoup plus le spectacle contre les Belges, Après, où il y aurait un contre-modèle, que les Anglais qui ne savent pas encore trop quoi faire, visiblement. mais le France-Angleterre, par contre, ce serait le match où on essaierait de trouver quelle équipe des deux est celle qui arrive à moins produire avec ses talents offensifs. Tu vois, parce que on parle des deux équipes beaucoup depuis le début. Mais je pense quand même que la France a une longueur d'avance sur certains styles de jeu ou problématiques tactiques que l'Angleterre maîtrise pas du tout. Tu vois. Je veux dire que je ne vois pas la France se faire balader par l'Écosse comme l'Angleterre ça a été le cas. Je pense. Après, bon, contre la Hongrie, il y a eu des séquences où t'as pris l'eau aussi, mais pas autant que l'Angleterre contre l'Écosse. Florent, pour boucler, quelques mots sur les Hongrois. Moi, c'est Clan Eisler. Ah oui. Je me suis dit, ce mec est incroyable pour sortir de la pression. Il fait des toupies, il attaque les espaces dès que l'espace s'ouvre. Vraiment, joueur incroyable, paumé en Croatie à Osijek. C'est ça. Donc, je pense qu'il fait pas ça chaque semaine, sinon il ne serait pas là-bas. Mais qui nous avait déjà beaucoup plu à l'Euro 2016. Pareil, l'échantillon assez réduit de 3-4 matchs. C'est ça. Mais on peut quand même dire que si la Hongrie ne l'a pas, je pense que les temps faibles sont encore beaucoup plus longs et que la France finit sans doute par marquer des buts parce que tu ne pourrais jamais ressortir les ballons entre lui et Nagy, je ne sais pas. Nodge. J'ai toujours pas compris la prononciation. Nodge. Non, je crois que c'est ça en plus. Non, oui, Klein Eisler, très très bon, et c'est vrai que on l'avait découvert sur l'Euro 2016. Je pense que d'ailleurs qu'on en avait parlé dans la première saison de Vue du banc un petit peu, parce que ça m'étonnerait enfin, on en parlait tellement entre nous que je pense que voilà. Et d'ailleurs, en revoyant son parcours, en effet, il est paumé à Osijek aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui a fait son gros transfert vers un grand championnat après l'Euro 2016. Et du coup, je me pose la question s'il va pas refaire un gros transfert après cet Euro-là, si c'est pas possible qu'il y ait un club qui décide d'aller le chercher à Osijek, parce que c'est vrai que sur ce qu'il a montré sur ce match, à la fois pour son volume, sa capacité, comme tu le disais, à tenir sous pression, quitte à choper des fautes face au contre-pressing ou des choses comme ça, et à se projeter aussi derrière. Franchement, un très très gros match de sa part, et un joueur intéressant en effet quand tu as besoin de volume et d'activité au milieu de terrain, avec un mec un peu plus créatif à côté comme Notch. Voilà. Je sais pas pourquoi Notch, j'ai l'impression que c'est un personnage de Mario Bros ou de Crash Bandicoot. C'est un nom assez bizarre, je trouve. Deuxième match qu'on va évoquer, et le deuxième match aussi dans l'ordre de ceux qui ont été disputés, c'est la victoire 4-2 de l'Allemagne face au Portugal. Alors, début de côté portugais de Cristiano Ronaldo le premier et de Diogo Jota le dernier, et entre les deux, il y a eu de but allemand. 2 CSC de Ruben Dias et Rafael Guerreiro. CSC de Ruben Dias où Kai Havertz c'est pas mal dans le coup, mais finalement ce n'est pas lui qui touche en dernier. Un but de Havertz à la 51e et un but de Robin Gosens à la 60e, et les compos d'équipe. Tant que j'ai la parole, côté portugais, Rui Patricio dans les buts, derrière Semedo, Pep, Ruben Dias, Guerreiro, Danilo Pereira, Carvalho au milieu, et un cran plus haut, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota et Cristiano Ronaldo, même si parfois ça ressemblait plutôt à un 4-5-1. Et côté allemand, Neuer dans les buts, Ginter, Hummels, Rüdiger derrière, Kimmich et Gosens en piston, Gundogan et Kroos au milieu, et devant Müller, Gnabry, Kai Havertz. Raphaël, essaye de nous parler de ce match sans trop critiquer l'équipe de France en disant que l'Allemagne a fait ce que l'équipe de France ne sait pas faire. Non, mais après, l'équipe de France sait faire des choses que l'équipe d'Allemagne ne sait pas faire non plus. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui me disent oui, mais la France a battu l'Allemagne. Oui, d'accord, ça contredit pas ce qu'on dit sur le fait que l'Allemagne, par contre, c'est mieux gérer des matchs où il faut développer du jeu et construire. Mais t'es là pour régler tes comptes en fait. Voilà, un peu. Je suis d'humeur taquine. Je suis sur un taux d'effort un peu plus élevé que 1% ce soir. Je tenais à le préciser, Christophe. C'était pour toi. Non, mais je pense que c'est la meilleure performance collective de l'Euro pour l'instant. Pas de quel avis vous êtes vous, mais que l'Allemagne a produit
le match en tout cas le plus emballant, le plus sympa, le plus Vu abouti. l'adversité, peut-être. vu l'adversité sans doute, ouais. Bah, je repense aux autres équipes qui ont été performantes. Peut-être l'Autriche qui avait été pas mal contre la Macédoine du Nord. Oui, mais Sur du des- coup, on va tout de suite écarter la comparaison entre la Macédoine Oui. du Nord et le Portugal comme adversaire, quoi. Donc du coup, Après, l'Allemagne est aussi plus forte que l'Autriche, tu vois, tu sais, par rapport au niveau que tu affrontes aussi et que tu as toi déjà. L'Italie avait fait des bons matchs aussi, mais c'était contre plus faible. Non, mais là, je pense que c'est vraiment le meilleur match de l'Euro pour l'instant sur le plan collectif, parce que l'Allemagne a finalement attaqué de la même façon qu'elle attaque depuis des années. Et même s'ils sont dans ce qu'ils sont considère un peu comme un trou générationnel sur les jeunes talents qui arrivent, bah, ceux qui arrivent sont quand même très bons. Havertz très très bon. Gosens c'est plus âgé, mais il apporte beaucoup à cette équipe. On pourra parler des mecs qui sont rentrés après en cours de match et qui ont apporté un petit peu, mais en termes de principe de jeu, d'occupation du terrain, j'ai déjà dit un peu comment ils occupaient le terrain, mais vraiment une grosse discipline et une confiance dans l'idée que le ballon va leur arriver et qu'ils n'ont pas besoin de décrocher ou de bouger sans organisation pour le recevoir. Je pense que leur plus beau but, c'est lequel? C'est celui où ça joue intérieur, ça fait 2-3 passes, Müller dévie, et c'est le centre de Kimmich pour Gosens. Il me semble que c'est ça l'action. Il y a une passe intérieure, demi-espace droit. Je sais pas si Flo, tu visualises l'action ou pas. Oui, oui. Déviation Moi, de j'aime- Müller pour... Ouais, vas-y, fini. Non, je disais, je crois que c'est déviation de Müller pour Havertz, ou l'inverse à l'intérieur, ou remise, je sais plus à quelle hauteur ils sont l'un par rapport à l'autre. Ça trouve Kimmich, qui derrière a juste un centre magnifique. Franchement, après c'est Kimmich. Enfin, l'action est magnifique et ça, je pense qu'elle incarne très bien le jeu allemand, où on va être capable de mettre l'adversaire dans un dilemme où c'est finalement est-ce qu'on défend plus sur les côtés ou plus à l'intérieur, mais de toute façon il n'y a pas de bonne réponse parce qu'ils ont du nombre à l'intérieur et des joueurs qui occupent la largeur de très bonne façon, avec ce truc Kimmich centreur et Gosens finisseur qui avait déjà failli payer contre la France et qui là d'ailleurs m'a permis de passer un pari. C'était pas un happy bet malheureusement, mais c'était un pari. J'étais très content parce que le but annulé de Gosens est je pense encore plus beau en termes de finition que celui qui met après, même si la tête est très élevée. Et ouais, non, franchement, c'était un régal. J'ai trouvé l'Allemagne et j'ai passé un super moment devant ce qu'ils ont été capables de faire. Pour une équipe qui galère un peu depuis quelques années et qui avait pris un 6-0 contre l'Espagne il y a quelques mois, là, c'est franchement réjouissant ce qu'ils ont fait. Et sur le plan offensif, c'est pour l'instant, de loin, je trouve, l'équipe la plus riche de l'Euro. Florent, est-ce que l'Allemagne a fait la même chose que contre la France, mais avec un adversaire qui était beaucoup plus permissif? Ou est-ce qu'elle a quand même haussé le curseur? Je saurais pas dire parce qu'en fait, côté allemand, le double pivot allemand est double pivot portugais, pardon. Et même en ajoutant Bruno Fernandes, c'est-à-dire que sur la phase défensive, William Carvalho, Bruno Fernandes et Danilo Pereira, quand tu compares à Pogba, Rabiot, Kanté, pour fermer des espaces, faire des compensations, etc., je pense qu'en termes de mobilité, il y a quand même un petit problème. Et ça s'est senti quand même assez vite dans le match. D'ailleurs, des deux côtés du terrain, c'est-à-dire que quand ils n'avaient pas la balle pour combler des espaces, c'était très compliqué. Et quand ils l'avaient pour ressortir en résistant à la pression, c'était très compliqué aussi pour eux. On se posait la question, après la défaite de l'Allemagne face à la France, quel serait le milieu susceptible d'être en difficulté justement face à Kroos et Gundogan sur ce plan-là de la mobilité, etc. Bon, je pense qu'on l'a vu et on se disait justement le Portugal, ils vont pas mettre Danilo Williams, ils vont mettre Renato Sanchez ou ils vont mettre quelqu'un capable de les gêner. Si, évidemment. Et si, finalement ils ont gardé les mêmes. Après tout, ils avaient très bien contrôlé la Hongrie, donc ils allaient très bien contrôler l'Allemagne. C'est logique. C'est comme Rabiot a très bien joué contre l'Allemagne, il allait très bien jouer contre la Hongrie. C'était évident. Donc oui, il y a ça, je pense, qui est quand même une sacrée différence. Et après, oui, Raphaël évoquait un but. Moi, j'ai beaucoup aimé par contre le but d'Havertz. Donc là où Gosens est passeur décisif en tout début de deuxième mi-temps, où il y a un mouvement là aussi où ça part de la droite à nouveau évidemment. Et en fait, Kimmich se retrouve à faire une remise, mais il est collé il est dans le demi-espace, je crois. Il est collé au défenseur. Il remet en retrait, ça part sur la gauche. Et ensuite, il y a Gosens qui met le centre fort devant le but. Et ouais, non, une prestation énorme des Allemands qui en plus, enfin, tu vois, le match démarre. Il démarre très fort. On arrive au but de Ronaldo sur un contre de corner magnifique pour Christophe. On appelle ça la cuchelade dans le milieu. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, bon, soit ce but les assomme,
soit ils vont revenir parce qu'ils ont tellement de certitude dans le jeu et les Portugais sont tellement au bord de la rupture sur les premières minutes qu'en continuant, ça va forcément finir par passer. Il n'y avait même pas à s'inquiéter, à moins de craquer dans la tête. Et tu vois que ce sont vraiment, à mon sens en tout cas, les certitudes qu'ils avaient collectives qui leur ont permis de pas flancher à 0-1. Parce que tu es à 0-1 après un tel début de match, si tu es à 0-1 sur un début de match pareil, mais que ton début de match c'est surtout à l'énergie, etc., là tu peux plonger. Par contre, quand tu sais comment tu les as mis hors de position, quand tu sais comment tu les as baladés, tu restes dans ton jeu, tu continues. Et en fait, ils ont fini par les faire craquer quelques minutes plus tard. Et il y a vraiment eu d'ailleurs un score effect un peu dans ce match, parce que par contre, quand ils ont marqué les Allemands, là derrière ça s'est enchaîné. Il y a 2 ou 3 occasions après je sais plus si c'est après l'égalisation ou après le 2-1, mais tout s'enchaîne très vite. D'ailleurs, en deuxième mi-temps aussi, les deux buts. Déjà, le 1-1 et le 2-1, c'est 35-39, et ensuite c'est 51-60. Donc ça n'est pas au niveau du match face au Brésil à l'époque, mais il y a quand même... Mais j'allais dire, franchement, il y a un moment du match où si ça tourne vraiment mal, tu peux finir pas loin, je pense. Hein. Parce que d'ailleurs, si Gosens sort pas... Si Gosens sort pas, ouais, tu sais pas où ça s'arrête, hein, je pense. Parce que à un moment, tu m'as posé la question faux à la mi-temps, je crois, où tu dis ça finit à combien ? Je te dis 4-1. Ouais. Bon, alors je pense que si Gosens rentre, ça finit à plus. Bon, oui. Après il y a le but de Jota, mais par rapport à la supériorité collective, ça me paraissait difficile. Surtout si le Portugal continue à prendre des ballons à chaque fois au second poteau, de pas prendre des buts, quoi. C'est juste, t'avais plus d'Allemands limite dans la surface au moment d'attaquer le ballon que de Portugais, et surtout plus dans le dos des latéraux. Donc. Et là, la grande question, moi que j'ai envie de vous poser, désolé Christophe, je prends la main, mais grande question que j'ai envie de vous poser. Si t'es Didier Deschamps et que tu vois ce match et que tu veux te préparer contre le Portugal, est-ce que tu fais pas un copier-coller ? Ce serait intéressant, mais j'y crois pas. Je vois pas, parce que pour moi, copier-coller, il faudrait du coup avoir des pistons, ou alors sinon vraiment t'as ton latéral qui est extrêmement haut, parce que là la position moyenne de Gosens et Kimmich, c'est des positions d'élite, hein, ils sont quasiment à hauteur de Havertz, etc. Je vois pas le risque-bénéfice de changer ton système juste pour peut-être une faiblesse alors que t'es pas sûr de maîtriser ça. Enfin, t'as ni Kimmich ni Gosens en fait. Ouais. Après, tu peux mettre Digne, mais c'est vrai que ce serait mieux avec Théo Hernandez ou Ferland Mendy s'il était pas blessé. Et à droite, t'as personne qui peut occuper ce rôle. Sauf si après, en vrai, je suis sûr que le 3 contre 2 du milieu, si c'est le même double pivot, tu les écrases en fait. C'est-à-dire que quand t'es en GR2, et du coup, t'as Pogba qui est libre et qui fait des spécifiques. En fait, les transversales partiraient de l'axe depuis Pogba, qui trouverait en profondeur pour Mbappé dans le dos des latéraux. Et puis ça fait la même chose, quoi. Tu ne crains pas Bruno Fernandes ? J'ai jamais craint spécialement Bruno Fernandes. Pour l'instant, je suis le plus ravi des haters de Bruno Fernandes. Rien contre lui, hein, mais j'ai jamais trop compris son jeu. Et, je suis pas spécialement fan de ces joueurs-là en 2021. Je pense qu'en 2000, il aurait été parfait quand il y avait des grosses structures défensives. Maintenant, je suis pas sûr que son profil très unidimensionnel soit forcément le plus adapté au foot moderne. Est-ce que Bruno Fernandes, c'est pas le genre de joueur NBA qui stat dans des équipes moyennes ? Enfin, oui, il a été très bon au Sporting dans une équipe qui jouait le haut de tableau, mais qui stat en gros quand ça compte moyennement et qui... Je sais pas. Après j'ai un autre parallèle, c'est juste le mec qui met des points. Et par contre, c'est le mec qui sur tout le reste, aucun apport. C'est-à-dire que Bruno Fernandes, j'ai l'impression que c'est un joueur du dernier tiers. Point. Ah mais ouais. S'il a ni but ni passe D, il a pas de match, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il va pas participer à la récupération, il va pas faire vivre le ballon en alimentant, en faisant l'avant-dernière passe. Coutinho avait un peu le même truc à un moment. Ouais, c'est vrai, et oui, tu peux faire le parallèle en effet, même si Coutinho était plus finisseur, buteur lui-même que Fernandes qui a plus une science de la passe, je pense. Plus gros volume de jeu, Coutinho aussi pouvait participer au pressing, alors que Fernandes, ça me paraît plus compliqué. C'est ça, et c'est pour ça que, avec Christophe, on en parlait en cours de partie, mais que ce soit Bernardo Silva qui sorte pour Renato Sanchez à la 46e, Bernardo par son apport, c'est un joueur là aussi qui tombe dans la neutralité, qui a perdu, en tout cas qui donne l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses qu'on aimait de lui quand il était à l'époque de Monaco. C'est un mec qui s'est plus Joao Moutinisé que David Silvaisé, j'ai l'impression, sur les dernières saisons, les derniers mois. Mais que ce soit lui qui sorte alors que
pour le coup, c'est quelqu'un qui, dans un match où tu souffres, qui peut faire les retours, qui peut t'aider à défendre, voire peut-être aider à ressortir en allant faire quelques courses de pressing ou des choses comme ça. Qui peut même jouer numéro 8, alors que Bruno Fernandes ne peut pas, quoi. C'est ça. Alors que Bruno Fernandes a joué numéro 8 pendant toute la première mi-temps, quasiment. À hauteur de William et juste devant Danilo. Mais Renato démarre le prochain match, non ? Bah, je pense, ouais. Je pense, à mon avis, ouais. À voir à quel poste il va le mettre. Mais. Parce que là, ça fait 2 fois qu'il entre et que le milieu portugais ressuscite. Donc, ouais, c'est bizarre, hein. Mais le pire, c'est que Bruno Fernandes, c'est pas forcément un mauvais joueur, hein. Même pas du tout. C'était un mec hyper important à Manchester cette saison. Mais quand t'as un double pivot aussi faible, tu peux pas avoir des offensifs qui participent pas trop parce que tu rajoutes Cristiano Ronaldo, par exemple. Ça te fait déjà, même si lui est un cran plus haut, et ça te fait des gens qui ne vont pas arriver en aide. Et puis t'as aussi ce côté si on remonte à 2016. Le Portugal, quand ils vont gagner l'Euro, au milieu de terrain, il y a 4 travailleurs. Et c'est William, Adrien Silva, Renato et il m'en manque un. Joao Moutinho. C'est Joao Mario. Ah, il y a Joao Mario. Ouais. T'as 4 mecs qui courent là. Et t'as quand même si bon, c'est pas d'immenses techniciens, mais t'as des mecs qui sont assez mobiles en défense et qui sont capables d'aller combler des brèches et qui peuvent se créer ailleurs. Là, franchement, en termes de mobilité, c'est quand même compliqué parce que Danilo et William, on va dire que c'est des profils qui sont pas très très mobiles, qui gagneraient à être tous les deux numéro 6. Mais là, ce soir, il y avait Danilo en 6 et William Carvalho un peu plus haut. Et puis après, t'as Bruno qui c'est pas Adrien Silva quoi sur la phase défensive. Cette équipe-là, si elle a pas le ballon, il se passe, je pense, ce qu'on a vu cet après-midi. Et si les Français arrivent à les priver de ballon, il peut se passer peut-être la même chose. Mais contre quelle grosse équipe le Portugal aura le ballon ? Parce que de toute façon, ils peuvent pas le récupérer vu leur. Car Ronaldo peut pas presser. Si Bruno est toujours 10, il peut pas tellement le faire non plus, ou pas régulièrement. Alors t'as Jota et Bernardo qui peuvent le faire, mais depuis les côtés. Danilo, William à l'intérieur, ça va pas non plus agresser l'adversaire. À la limite, je trouve ça encore plus logique qu'en 2016 qu'ils refusent d'avoir le ballon. Et petit salut à Fernando Santos qui à la 64e minute, non pas 64e, 58e minute pardon, décide enfin de mettre une ligne de 5 pour essayer de défendre sur Robin Gosens et les renversements. Et prend le but de Gosens 2 minutes plus tard parce que Rafa n'arrive pas à le prendre au marquage sur le centre de Kimmich. Franchement, je sais pas si t'as revu l'action en te focalisant sur Rafa Silva, c'est terrible. C'est-à-dire que il est vraiment avec lui et tu sais pas pourquoi, d'un coup Rafa se met à se recentrer et à déconnecter. Du coup, Gosens fait l'appel dans son dos. Puis il se retourne, il fait ah mince, et le temps qu'il arrive, il est en retard. C'est fini. Ouais. Après, même s'il est là, est-ce que ça change quelque chose ? Parce qu'il monte très très haut, Gosens, quand même. Là, il reste super longtemps et très très haut en l'air. Déjà contre Pavard, il arrivait, il a que dégommé, mais il arrivait très très haut aussi. Mais c'est un spécialiste. Non, mais athlétiquement, il est terrifiant quand même, Gosens. Mais c'est ce que j'avais dit dans le précédent épisode, c'est-à-dire des fois il reste, genre le centre ne lui arrive pas tout de suite, mais il est plus en projection, il reste dans la surface à rôder. Et il marque des buts comme ça, sans forcément arriver lancé, juste parce que c'est un très bon joueur de surface. D'ailleurs, Raphaël, qu'est-ce que tu penses du fait que le Portugal ait réussi à la fois à ne pas défendre sur Kimmich, qui est peut-être le meilleur passeur pied droit, pied gauche pour faire des renversements, ni Gosens, qui est sans doute, je pense, le meilleur. Tu vois ses stats, je l'ai tweeté, je sais plus, je crois que c'est 20 buts et 14 passes décisives, donc 20 buts en 2 saisons de Serie A, donc voilà, je crois que c'est quasiment autant que Gnabry, par exemple, sur 2 dernières saisons de Bundesliga. C'est-à-dire que tu n'arrives ni à défendre, ok, t'es à 4, hein, donc forcément ils sont à 5, tu auras un couloir de jeu qui sera pas bien, mais t'es ni sur le passeur, ni sur le réceptionneur. À un moment, soit tu te mets côté ballon et tu bloques Kimmich, soit tu laisses Kimmich, mais du coup tu te décales assez vite et t'essaies d'être à la réception du truc. Là t'es sur ni l'un ni l'autre en fait, donc tu te dis à quoi ça sert que vous vous recentriez si c'est pour prendre le truc où l'Allemagne est la plus à l'aise. Mais je pense que c'est ce que j'évoquais au début, c'est le dilemme entre les 3 joueurs intérieurs et les 2 pistons. Et malheureusement, les 3 intérieurs, tu peux pas dire à un tes latéraux d'aller coller son piston, parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, tu laisses encore plus de place pour Müller, Gnabry et Havertz. Et c'est toute la difficulté de jouer cette équipe. Après, la ligne de 4, mais l'équipe de France avait été très forte là-dessus finalement, parce qu'en dehors du Gosens Pavard, il n'y avait pas eu beaucoup de ballons second poteau.
Donc, Flo, qui a revu le match, pourrait peut-être nous parler des compensations et de c'est ça. certains joueurs qui en sont venus aider, mais là pour le coup, ils avaient quand même... Enfin, a posteriori, tu te dis, c'est encore mieux géré parce qu'on n'a pas vu cette situation-là, que l'Allemagne a réussi à créer 14 fois contre le Portugal. Et en fait, ce qui avait vraiment marqué sur le match de la France, c'était la capacité de Varane, par exemple, quand la balle va être côté gauche, ou de Kimpembe quand la balle est côté droit, de sortir très très loin pour suivre, pour prendre Havertz ou pour prendre Gnabry, en fait, qui se proposait dans le demi-espace. C'était le central qui y allait. Et derrière, il y avait une compensation qui était assurée avec Kanté ou Rabiot qui s'orientait pour couvrir l'espace et fermer l'intervalle en cas d'appel d'un joueur dans l'axe, quoi. Donc c'est comme ça que la France avait su gérer ça, et ça leur permettait de garder vraiment une certaine pression sur le porteur de balle sur le côté pour éviter justement les renversements et les gauches-droites que les Portugais ont pris pendant 90 minutes. Après, Florent, je sais pas ce que t'en penses. C'est sûr que dans tous les cas, face à des équipes comme ça, tu peux pas tout défendre mécaniquement, sauf, enfin, si tu peux, mais du coup, tu passes vraiment en bloc bas, et c'est pas forcément l'idée. Maintenant, à choisir, alors c'est toujours plus facile de le dire après, mais on se l'était dit entre nous avant, et c'était aussi un peu certains sous-entendus de l'analyse de Raphaël sur Copa Arena du jeu de l'Allemagne. Moi, je préfère quand même laisser, alors Havertz pas forcément, mais laisser Gnabry, Müller essayer de m'attaquer balle au pied entre les lignes, un peu voilà dans les demi-espaces, plutôt que de libérer Kimmich pour des centres, en fait. Ouais. Après, c'est toujours plus facile à dire après, hein, mais quand tu vois vraiment Gosens tout seul, mais avec 15 mètres d'espace sur tout le monde pendant la moitié du match, en plus Semedo sait pas très bien défendre, honnêtement, je me dis, essaye de tester, voir si Gnabry, qui n'a pas été exceptionnel sur le premier match, va pouvoir te prendre, surtout qu'en plus le jeu de Müller c'est plutôt des déviations, et là t'as pas de pur numéro 9 avec qui combiner, donc voilà, à voir, hein, moi j'aurais peut-être pris le parti de m'écarter un peu plus, ne serait-ce que après les premières, une fois que t'es mené 2-1, en fait, peut-être pas au début du match, mais quand tu vois que ça passe à chaque fois, tenter de changer son fusil d'épaule, même si le truc le plus simple c'est tout simplement de passer à 5. Ouais, et en fait le truc c'est que je comprends ce que tu dis, mais pour moi je pense que pour un latéral de défense à 4, c'est pas du tout naturel, quoi. Même si la menace en effet est à l'extérieur, mais une défense pareille à 4, voilà, pour moi Santos il fallait passer à 5, mais dès la 20e minute, quoi. Essayer de faire descendre un mec, de dire à Bernardo Silva, bon bah écoute, tant pis, mais tu vas défendre sur Gosens. Il aurait au moins essayé de le faire, il aurait peut-être pas pesé dans la surface, mais tu aurais eu quelqu'un pour gêner au moins, parce que en effet tu peux dire bon mais on va ouvrir l'espace, tant pis, mais le truc c'est que si Semedo commence à défendre au large sur Gosens et que les Allemands passent dans cet espace, il se fait démonter aussi quoi qu'il arrive, parce qu'il aura été trop loin de la ligne de 4. Donc pour lui je pense qu'il n'y avait pas de solution, il est resté dans la position la plus naturelle, mais c'était un truc très très compliqué à défendre, et même si on est loin d'être sur un grand joueur, je pense que son match, j'aurais pas aimé être un latéral droit à sa place, hein. Aujourd'hui c'était très 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 compliqué, je pense. Mais je te rejoins totalement. Le seul truc moi qui m'a embêté, c'est les phases où finalement c'est pas forcément des renversements, mais des fois des attaques placées, où t'avais juste par exemple Havertz qui était dans le demi-espace gauche, qui aurait pu être géré par Pep, et Semedo se collait à lui, alors que tu te dis tu peux quand même essayer de trouver une position intermédiaire, être à mi-chemin entre Havertz et Gosens sur le côté pour être un peu à distance d'intervention des deux, et des fois ils se recentraient même alors que ça attaquait dans l'axe et qu'ils étaient qu'il n'y avait pas forcément tous les couloirs de jeu qui étaient occupés côté allemand. C'est ce que la France avait bien fait, quoi. C'était Varane dans le demi-espace qui prenait vraiment en charge l'Allemand qui était à l'intérieur, et ça permettait au latéral de pousser et de fermer le couloir, quoi. C'est ça que les Français ont bien fait sur le match face aux Allemands. Enfin, une des choses qu'ils ont bien fait. Raphaël, dernier tout petit mot, comment est-ce que tu envisages le Portugal-France et éventuellement le Allemagne-Hongrie, qui aura aussi de l'enjeu, hein, parce que l'Allemagne n'a que 3 points, et qu'en face ça sera une défense à 5, et donc du coup tu pourras pas faire la même chose, parce que c'est vraiment une défense à 5, c'est pas une défense à 3. Justement curieux de voir ce que l'Allemagne va pouvoir faire à l'intérieur, parce que les pistons vont être sans doute mieux gérés rien que numériquement. Donc voir s'ils vont être capables de compenser en trouvant des choses à l'intérieur. Et le France-Portugal, je pense que la France va à nouveau avoir le ballon, parce que le Portugal se contentera très bien d'un match nul. Là, ils en sont à 3 points avec une différence de but de +1. Donc puis bon, c'est bien parti pour 4 points passés quand même. Je pense pas que le Portugal prendra le risque d'emballer le match et de se prendre 2-3 buts, parce qu'avec 3 points et une mauvaise différence de but, t'es peut-être pas à l'abri de sortir de la compète.
Donc voir si la France va être capable de changer des choses, si Deschamps va changer des choses, et ce qui peut être amélioré pour créer des choses sur attaque placée. Est-ce que ça va ressembler au match de Ligue des Nations ou est-ce que la France va encore avoir plus le ballon? Curieux de voir ça. Je pense qu'elle aura plus le ballon que sur le match de Ligue des Nations. Dernier match qu'on va évoquer dans la joie et la bonne humeur, Espagne-Pologne. Un partout, but de Morata pour l'Espagne, but de Lewandowski pour la Pologne avec un penalty raté par Gérard Moreno. Les compos côté espagnol, Unai Simon dans les buts, défense Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, milieu Coquet, Rodri, Pedri et devant Gérard Moreno, Morata, Dani Olmo. Côté polonais, mes excuses d'avance à tous les polonais, les noms vont être martyrisés. Szczęsny dans les buts, Berezinski qui n'est pas le meilleur joueur de cet Euro, Glick et Bednarek en défense, Josviak et Puchas. Pourquoi voilà, P-U-C-H comme push et A-C-Z, donc Puchkas, Puchas, je ne sais pas trop. En piston, Klich et Moder au milieu. Et devant, Siederski, où j'ai cru que tout le match c'était Antoine Sibierski. Zviederski, ouais, c'est ça. Zielinski et Lewandowski en pointe. Florent, je vais plutôt te solliciter toi. Je pense que ça va être plutôt une discussion à deux, parce que j'ai l'impression que Raphaël était distrait par Fort Boyard, a eu beaucoup de mal à s'intéresser à ce match qui n'était pas super intéressant, on va pas se le cacher. Je vais être honnête, je suis passé tout près de l'endormissement en première période, et en deuxième, Lewandowski m'a réveillé sur certaines actions. Et finalement, vu que je discutais avec vous en même temps, j'ai réussi à survivre. Sachant que c'est pas une métaphore, c'est-à-dire que tu fais partie des gens qui peuvent régulièrement s'endormir alors que tu as du boulot à faire ou que tu es en match, etc. Quoi. Non, mais t'es pas narcoleptique, mais bon, t'es pas au top non plus niveau endurance. Mes journées sont fragmentées entre pas mal d'activités, donc parfois de passer de l'une à l'autre. Là, avec le réveil matinal, le match, les U13, le match de la France, enchaînement Portugal-Allemagne, et derrière ça, je sais que ça emmerde Florent apparemment, donc je vais me taire. Je vais un peu souffler. Excuse-moi Florent, pardon, mes excuses. Motus et bouche cousue. Mais oui, tu as un peu de mal avec le jeu de transition, mais dans la vie, simplement. Tu devrais rester dans ton canapé H24. Florent, qu'est-ce qu'on peut garder de ce match ? Moi, la première chose, ce qui est un peu sortir du match, hein, mais je me suis dit, ok, j'avais raison, hein, mais en tout cas, si la Suède avait attaqué, elle aurait largement, elle aurait déjà pu gagner 100, hein, mais si elle avait voulu tester la défense espagnole, elle aurait largement pu la faire exploser, parce que t'es pas obligé d'attendre en bloc bas et de regarder, voir si cette Espagne est capable de créer, pour la déstabiliser, en fait. Tu vas pas forcément partir au bras de fer, mais honnêtement, même si tu lui donnes des espaces, il y a pas grand-chose, hein. Ouais, non, il y a pas grand-chose. En fait, on peut essayer de faire une comparaison par rapport au match contre la Suède. Qu'est-ce qu'il y avait de plus côté espagnol ? Il y avait de la percussion à droite avec Moreno, qui a été très remuant et qui finalement rate son penalty, qui aurait pu couronner sa prestation, mais qui fait un excellent match et qui est à l'origine du but espagnol en repiquant et en frappant du gauche, je crois, du coup, logiquement, ouais. Avec Morata qui coupe. Mais c'est vrai que cette Espagne-là, moi j'ai plusieurs choses. Alors Moreno en plus c'était bien, Morata rate encore, met son but mais rate encore d'autres trucs, mais fait son match. Moi j'ai toujours ce même problème, comme j'ai un problème avec Rice et Phillips, j'ai un problème avec Coquet et Rodri dans l'entrejeu espagnol. Je vois pas l'intérêt d'avoir les deux. Encore plus dans un match où tu as le ballon, et de toute façon il y a très peu d'équipes qui te priveront du ballon. Si l'Espagne devait défendre, j'imagine un double pivot Rodri-Coquet, ok, mais là quand t'as la balle, j'ai les mêmes soucis qu'avec Southgate et le tandem Rice-Phillips. Surtout quand sur le banc, tu peux faire rentrer, tu peux même imaginer un Sarabia qui serait relayeur demi-espace, qui pourrait se projeter de l'arrière sur des ballons remontés sur les côtés. Tu pourrais avoir quand même un trio pour combiner à droite, je me projette un peu, où t'aurais Llorente qui peut rentrer intérieur, qui peut faire un peu de tout, Moreno qui peut rentrer intérieur, et Sarabia qui peut dédoubler dans l'autre sens et passer de relayeur à ailier pour envoyer des centres. Enfin, voilà, on imagine des trucs, hein. Mais on peut imaginer plein de choses, puisqu'il y a quand même un Thiago qui est sur le banc également, même s'il fait pas la meilleure saison de sa carrière. Il y a aussi un Fabian Ruiz qui est sur le banc, et il y a même le fait que ça soit plutôt la position naturelle de Marcos Llorente. Si t'as le ballon, il va se retrouver un peu demi-espace droit, un peu offensif, et du coup tu pourrais mettre un autre latéral que lui. Donc voilà, il y a quand même des articulations différentes, t'es pas coincé, obligé de faire ça, quoi. En plus, dans la situation où t'es, j'ai même envie de te dire, dans une situation pareille de domination,
Tu peux mettre Adama Traoré latéral de la défense à 4 et te retrouver avec un Traoré excentré à droite. Bon, c'est vrai qu'il dribble tout le monde, il en fait rien après, en général, mais ça t'apporterait quand même quelque chose de différent dans les 30 derniers mètres, et en plus avec, t'imagines un Traoré qui déborde, avec Moreno, Morata dans la surface, il y aurait quand même 2 mecs qui sont pas non plus maladroits pour couper des trajectoires et mettre des centres au fond des filets. Donc oui, tu peux imaginer plein de choses. Le truc, c'est que voilà, l'Espagne a... Et c'est pour ça qu'on parle plus de projection sur ce qu'ils pourraient faire que du match en lui-même, parce que l'Espagne a quasiment répété ce qu'ils ont fait contre la Suède. Ils ont eu des occasions, ils les ont pas mises, ils auraient pu gagner, et puis finalement ils font match nul, parce que en face, bon, cette fois ils ont pris un but, mais sur une de leurs rares incursions, ils marquent. Et c'est vrai que la Pologne, ce soir, malgré le fait d'avoir subi pendant pas mal de temps, ils ont quand même obtenu 2 grosses occasions, plus un poteau, sur lequel découle la grosse occasion de Lewandowski derrière en fin de première mi-temps. Mais voilà, le fait que l'Espagne donne autant à son adversaire, ça fait 2 matchs du coup que ça se répète. Et alors la Slovaquie n'aura pas le même talent, je pense, devant, n'aura pas Ishak ou Lewandowski, parce que Robert Vitek a arrêté sa carrière il y a trop longtemps maintenant. Mais du coup, tu te dis que pour les tours suivants, alors je sais pas qui est-ce qui pourrait croiser s'ils sortent de la poule. De toute façon, on sait vraiment pas à quelle place l'Espagne va finir cette poule. Mais ça peut être 4e ou 3e et ne plus être là. C'est ça, oui. Tu peux avoir en effet tous les cas de figure aujourd'hui. Et c'est quand même assez inquiétant que cette défense concède autant pour la 2e fois en 2 rencontres, par rapport à l'Angleterre, par exemple, qui avait moins concédé face à l'Écosse tout en faisant un mauvais match, ou la France face à la Hongrie, qui prend un but sur sa seule grosse occasion concédée, j'ai l'impression. Donc voilà, oui, très inquiétante derrière, et puis finalement devant, on répète quasiment la même chose, et donc il y a rien de neuf, quoi. Ce qui m'embête, c'est que même quand la Pologne ouvrait un peu le jeu, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas plus de créativité ou autre. Tu peux dire vraiment, les Suédois sont vraiment chiants à jouer, c'est quand même la France a pu se casser les dents sur eux. Enfin voilà, on sait que vraiment c'est un quadrillage du terrain qui est top. Là, à la fois dans le quadrillage du terrain, parce que des fois il y a quand même des projections de beaucoup de monde devant où tu avais les transitions exploitées, et même sur le niveau de certaines individualités, honnêtement, moi, la plupart des 5 de derrière, j'ai quand même beaucoup de mal à être convaincu par leur niveau individuel. C'est même là, t'arrives pas à faire des différences, donc c'est pas juste, on était face à un adversaire très regroupé, on a raté les occasions parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions. C'est-à-dire que même face à quelqu'un qui met le curseur moins haut dans tous les domaines, t'es pas du tout souverain. Tu peux évidemment gagner ce match, évidemment, comme tu peux gagner le premier. Mais limite, moi je vois moins de créativité qu'en 2018 et de capacité à faire la différence avec ballon. T'as même pas ce Isco alors qu'il bouffait totalement la balle, mais qui pouvait être un mec que tu trouvais dans toutes les situations, parce que c'est éliminé sur un 0-0 contre la Russie, où malgré tout, c'était très stérile, mais l'Espagne pouvait gagner, aller en quart de finale, quoi. Ouais, il y a Moreno qui a apporté un peu ça, quoi, sur sa rentrée, avec de la percussion, comme je disais, l'action sur son but. Voilà, il est côté droit, il rentre sur son pied gauche, il percute. C'est quelque chose qu'on n'avait pas trop vu à l'aller, et c'est vrai à l'aller au premier match. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu attendre d'un Ferran Torres, qui avait un peu déçu sur le premier match sur ce point-là. Mais c'est de ça qu'il manque à cette équipe. Même un Thiago dans un registre plus 6-8, capable de porter le ballon, de fixer, de percuter un petit peu les lignes et d'attirer les adversaires à lui avant de libérer le ballon. Ça aussi, ça manque au milieu, parce que t'as Rodri et t'as Koke qui sont très neutres à ce niveau-là, qui font circuler la balle. Et t'as Pedri qui va être plus dans la recherche de passes. Y a une séquence où il lance Alba, je crois, en début de match. Il l'avait d'ailleurs fait assez souvent face à la Suède. Mais il va pas encore être dans la percussion du rideau et dans la projection, en fait, balle au pied. Donc oui, pour moi, il manque un élément au milieu espagnol beaucoup plus tourné vers l'avant, et peut-être d'autres éléments comme Moreno capable de percuter sur les côtés. C'est vrai que sans trop bouger les titulaires, mais remettre Llorente à la place de, comme tu le disais, à la place de Koke, parce qu'en plus il aura le volume pour faire ce que faisait Koke en phase défensive, et avoir un petit peu sa folie, sa capacité à prendre la balle sur quelques mètres, avancer, pourquoi pas frapper, avec un vrai latéral ailier capable de percuter, pourquoi pas, parce que la Slovaquie, de toute façon, tu risques de garder la balle autant, au minimum, donc tu vas avoir une vraie domination territoriale. Autant mettre toutes les chances de ton côté, je pense, en mettant les joueurs pour en profiter un maximum.
Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on en avait pas mal discuté. Toi, t'étais un peu plus client que moi de la sélection de Luis Enrique. Tu te disais, bon, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs intrinsèquement, mais a priori, il y a une cohérence, une articulation d'équipe que tu peux faire avec ces joueurs-là qui se complètent très bien. Et en fait, t'as même pas ça. Donc, ça veut dire que non seulement voilà, les 11 qui sont visiblement ton projet. Alors, il peut y avoir Busquets à la place de Rodri s'il n'était pas covidé, mais ça aurait pas changé, a priori, le fond du problème. Mais c'est-à-dire que t'es parti sur un truc où ça serait complémentaire et visiblement, c'est un peu rouillé. Mais du coup, comme t'as pas forcément un réservoir incroyable et que t'as aussi laissé quelques gens sur le bord de la route, tu peux même pas dire, bon bah tant pis, on remet nos grands talents qui seraient un peu hors du système pour nous faire gagner les matchs parce que t'en as pas tellement sur le banc. Ouais, tu les as pas, ceux-là. Donc Après, moi, c'était. Par les joueurs de profondeur, tu vois, mettre du Adama Traoré, du Oyarzabal ou totalement changer l'articulation, il n'y a pas non plus 1 milliard d'autres formules finalement. Non, c'est ça. Il y a des changements d'hommes possibles. C'est ce que je dis. Le Rodri Coquet a bougé, je pense. T'as pas besoin des deux. Et peut-être essayer de trouver une solution. Parce qu'au final, bricoler avec Marcos Llorente latéral droit, je pense que tu bricoles pas plus si tu mets Adama Traoré latéral droit que Marcos Llorente. Après, c'est vrai que là, je regardais s'ils avaient vraiment des latéraux capables de monter et d'apporter. Mais à droite, l'autre latéral, c'est Azpilicueta, quoi. Donc, qui est capable de revenir dans ce registre. Mais ça fait très longtemps qu'il l'a pas fait, quoi. Donc, oui, t'es assez limité. Mais bon, en fait, moi, j'aimais bien la sélection, en effet. J'aime toujours bien les joueurs appelés. Et c'est vrai que si c'est pour faire ce 11-là, je suis un peu moins client, quoi. Voilà. Petit mot avant de conclure. Raphaël aimerait bien participer, mais visiblement c'est la fiesta dans sa résidence, du coup il nous regarde en faisant la moue, mais en coupant son micro. De la Pologne, qui t'a quand même plutôt plu sur plusieurs intentions, même si Lewandowski est un peu seul au niveau talent. Je pense que ça serait mieux s'il avait Milik. Là il y a quand même un gouffre assez colossal et je pense qu'il essaye de faire des trucs, mais que ses partenaires aimeraient bien, mais n'arrivent pas toujours à interpréter ce qu'on leur demande. Alors, oui, non, mais énorme écart. Je pense que c'est un peu la même chose que Forsberg en 2018 avec la Suède, l'exemple qu'on citait dans l'épisode précédent. Là, pour le coup, il y a des moments où il fallait qu'il soit très bas, qu'il élimine un joueur et qu'il aille éliminer un autre joueur pour se créer une occasion. D'ailleurs, il y a un gros retour de Jordi Alba à un moment où Lewandowski n'a plus que Jordi Alba à éliminer. Ça doit être un contre de corner ou de coup franc. Je crois que ça. Je crois que c'est ça, ouais. Et alors, je vais pas dire que ça m'a fait de la peine parce qu'il a quand même une belle vie, quand même Robert Lewandowski, mais oui, il y a quand même cette absence de joueurs autour de lui créatif, et l'écart entre 2016 et 2021 là-dessus est quand même puissant, parce que alors Grosicki, c'est pas non plus une star internationale, mais il avait été plutôt intéressant en 2016. Je crois qu'il y avait encore Blaszczykowski en 2016, il était encore dans le groupe. Tu avais Piszczek aussi. Tu devais avoir Piszczek, ouais. T'avais Krychowiak qui avait fait un gros euro. T'avais notre ami Pazdan qui avait fait un bel euro aussi. Le pote de Jean-Jo Shelby. Et bientôt de ma confrérie aussi. Donc t'avais quand même des joueurs qui étaient capables d'apporter des choses, et évidemment Milik. Et là, je trouve qu'en quelques années, la Pologne a eu du mal à renouveler cet effectif-là. Finalement, il y a Zielinski, mais qui fait un euro, je sais pas, anonyme, quelconque. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est inexistant sur cet euro. Et Klich qui est quand même un joueur dans un autre style. Donc un peu de peine pour lui parce qu'il n'y a pas eu ce renouvellement attendu du côté de la Pologne. Florent, est-ce que tu penses que la Pologne peut aller incarner et faire des choses intéressantes des idées de Paulo Sousa, ou qu'elle va sortir soit en changeant totalement de style de jeu sur le dernier match, soit en ayant les regrets de se dire c'est bien sur le papier, mais on est encore sur le dresseur de chien qui essaye de gérer un ours, mais qui n'arrive pas parce que l'ours ne comprend pas. Non, j'espère que contre la Suède, ils vont y aller pour retenter leur jeu de position des ours, comme je l'avais dit avant l'émission, parce que ils ont plus grand chose à perdre. Il faut qu'ils gagnent absolument, de toute façon, ce dernier match. Ils sont obligés. Ils risquent d'être inquiétés de prendre quelques buts avec Ishak, donc il va falloir qu'ils attaquent, hein, et ils vont pas avoir le choix. Et en plus, je suis assez curieux de voir comment une équipe qui a pu montrer quelques préceptes dans le jeu de position tout en étant assez maladroite dans sa mise en place,
peut ennuyer ou non le 4-4-2 suédois qui se connaît parfaitement, etc. Qu'est-ce qui peut se passer sur ce match ? Ça peut être un match très moche, hein, je vais pas le cacher, mais je suis curieux de voir à quoi ça peut ressembler. Donc rien que ça, voilà, je pense que je serai plus devant ce Pologne-Suède que devant Espagne-Slovaquie, même si je garderai un œil dessus, évidemment. Eh bien, merci pour tout ça. On passe au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, où on va faire le bilan de la journée écoulée, qui je crois est plutôt bon, Raphaël. Oui, puisque j'ai passé le but de Gossens. J'ai failli me suicider sur le but refusé parce que Gnabry la frôle du bout du pied alors que Gossens claque une finition incroyable. Bon, malheureusement, le pari France marque dans les demi-temps plus but de Mbappé. Il y a eu un petit problème. Petit malentendu, c'est pas passé loin, mais c'est pas passé du tout. Et Florent, toi, Lewandowski, tu as aussi dit plusieurs fois que tu pensais te suicider sur les poteaux de Lewandowski, le face-à-face perdu. Et finalement, c'est passé. Finalement, c'est passé, en effet. Et donc, c'était 3,70, je crois, et Raphaël, c'était 5 la cote. Oui. Donc, on est dans ta roue, Christophe. On maintient le cap après mon 0 sur 2 hier. Je repars, je renclenche la marche en avant. Voilà. Juste comme ça, pas par malice, hein, mais quel était ton autre pari, savoir s'il y a des regrets ou pas. C'était France moins 2, donc c'était un peu comme Ah Raphaël. oui. Bon, ça, c'était ma Mais suggestion. pareil qu'on avait tous validé de toute façon. Oui, non, c'était ma suggestion, donc je prends totalement pour moi. Raphaël, contrairement à Florent qui m'a donné une liste de 6 paris potentiels dont je ne sais pas quoi faire, je vais commencer par toi. Et tu as notamment un happy bet, et ça nous rend forcément très heureux. Tu veux que je commence par celui-là, Christophe ? Ah bah je vais pas commencer par fin. celui-là, ok. Mais du coup je vais commencer par l'autre si tu veux. Ça a rapport à ton sosie Oui, dans le j'ai appelé match ça de l'Italie face au Pays de Galles. C'est le sosie bet. Je sais pas si vous arriverez à en trouver pour vous d'ici la fin de la compétition. Je sais pas, parce que vu que Michel Platini ne joue pas, ce sera compliqué pour Flo. Bah Florent, Bernardo tu me dis Silva, qu'il ressemble à Bernardo Silva. Bernardo Silva, ouais, c'est ça. Ouais, mais je suis pas très convaincu. Moi non Ou plus. alors, je sais pas. Il y a un côté Victor Lanoux chez Bernardo Silva que je ne vois pas forcément chez Flo. Donc je pense que c'est une bonne chose. Quoique Victor Lanoux, plus jeune, était peut-être pas mal. But de Chiesa pour l'Italie contre le Pays de Galles, c'est à 6,50. C'est en effet le sosie bet parce qu'on m'a déjà comparé à Chiesa et à une footballeuse italienne dont j'ai oublié le nom, mais je suis sûr que ça va revenir à certains de mes haters. Ça me fait toujours plaisir. J'ai également Vianney qui me revient, parce que maintenant même les parents des petits du Restart que j'avais avant osent me dire qu'ils pensent à moi quand ils regardent The Voice. Donc, voilà le respect que j'inspire autour de moi. But de Chiesa déjà parce que je pense, Christophe, et tu t'es posé la question aussi, que Mancini va peut-être faire tourner un petit peu son effectif, puisque l'Italie est avec 6 points, le Pays de Galles est à 4, la Suisse est à 1 et la Turquie est à 0. Donc l'Italie est sûre d'être dans les 2 premiers. Je pense qu'ils peuvent faire tourner en partie et au moins conserver le match nul pour finir premier de cette poule A. Et Chiesa est toujours bon quand il entre. Il a fait une bonne saison du côté de la Juve, c'est peut-être une des rares satisfactions. C'est le mec, tu sais, qui va apporter au minimum de l'intensité et si possible des actions décisives. Donc le but de Chiesa à 6,50 compte tenu des circonstances. Il est entré d'ailleurs contre la Suisse, je crois, Chiesa. J'ai l'impression de l'avoir vu entrer, oui, à la 69e. Je crois qu'il entre sur les 2 premiers matchs. Ouais. Mancini a l'air de le considérer un peu comme le numéro 4 en attaque, derrière Insigne, Immobilier, Berardi. Donc voilà, 6,50 pour le but de l'ami Chiesa, le fils d'eux, contre le Pays de Galles. Pardon. Florent, t'avais plein de suggestions, dont des idées à 50. Même le screenshot que tu m'as envoyé, la barre on pouvait encore dérouler, donc j'ai même pas toutes tes idées. A priori t'étais plutôt sur un buteur, tu t'es fixé sur quoi? Alors en fait j'avais un petit point. Alors déjà pour l'anecdote, le happy bet à 50 c'était but de Locatelli et de Barella. Voilà, parce que Locatelli met son doublé. On a vu des relayeurs qui se projettent beaucoup, donc pourquoi pas. Mais Mancini va peut-être faire tourner aussi un petit peu son milieu de terrain, donc peut-être qu'on verra pas Locatelli et Barella sur le terrain. Donc je vais partir sur un but de défenseur central, sur un coup de pied arrêté. Et là j'ai un problème aussi, c'est que je ne sais pas exactement qui va jouer. Alors Chiellini est, je pense, éliminé, parce que je crois que sa blessure, avec les 2 victoires, je pense pas que Mancini prenne de risques et la ligne. Donc là ça se joue entre Acerbi, entre Bonucci, entre Bastoni. Et je vais partir sur Francesco Acerbi, en espérant qu'il joue le match.
ce qui n'est pas une garantie. Alors pourquoi je pars sur ça ? Parce que le Pays de Galles, sur les 2 premiers matchs, m'a semblé particulièrement catastrophique sur coup de pied arrêté. Que ce soit face à la Suisse ou face à la Turquie, ils ont concédé à chaque fois sur coup de pied arrêté. Je me rappelle notamment lors du premier match que Fabian Schär était pas loin d'ouvrir le score pour la Suisse en début de partie. Et je me dis qu'un Serbie, qui est d'ailleurs pas maladroit, je crois, dans cet exercice pour placer des têtes dans la surface adverse, pourrait tout à fait marquer, tout simplement, à la Harry Maguire avec l'Angleterre, sur un corner d'Insigne ou quelque chose comme ça, et permettre à l'Italie de débloquer la situation sans avoir trop à forcer son talent. Donc voilà, le but de la Serbie à 17, et si c'est Bonucci qui marque à 15, je marquerai un demi-point moral, je pense. Ouais. Demi-point moral qui sera que dans ta tête, mais qui aura déjà le mérite d'exister. À la même heure, à 18h ce dimanche, Raphaël, il y aura un match entre la Suisse et la Turquie. Et pour l'occasion, tu nous as dégoté un happy bet. C'est le rendez-vous de l'Euro. J'en peux plus de dire ça sur ce ton-là, mais en même temps ça m'amuse. Le pari sur Turquie-Suisse, c'est Brel, Embolo ou Burak Yilmaz, premier buteur à 3,80. Je vérifie, mais c'est ça, 3,80 pour ce happy bet. Pourquoi ces deux-là ? Parce que déjà ce sont les attaquants, les meilleurs attaquants de chaque équipe, peut-être les meilleurs joueurs de chaque équipe, même si Turquie ça doit se bagarrer avec Under ou Çalhanoğlu. Je sais pas si je prononce bien non plus. Et après tout, on va être honnête, on en a un peu rien à carrer, et tant pis pour les prononciations, vous nous corrigerez, on continuera à mal prononcer parce que on a un taux d'effort de 1%. Donc c'est quand même des... Bon, Embolo, j'ai raté son premier match, mais vous l'aviez trouvé génial. Athlétiquement, je pense que c'est le mec qui peut embêter le plus les Soyuncu, Demiral ou Ozan Kabak, dont j'espère toujours l'entrée dans cet Euro, quand même, l'amener dans le groupe et le faire jouer 0 minutes. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est vraiment propre ? Je sais pas. Mais voilà, c'est quand même les 2 gros éléments offensifs du côté de la Suisse. Embolo, j'ai toujours été fan. On attend quand même que ça confirme sur la durée, qu'il fasse une grosse saison. Par contre, je sais pas comment je parle là-dessus, mais je sais pas du tout comment les équipes vont aborder le match. Est-ce qu'elles vont aller en folie pour gagner, ou est-ce qu'on va avoir peur de prendre le premier but parce que si derrière tu dois cravacher deux équipes qui sont pas hyper inspirées offensivement. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Vu ce qu'a proposé la Turquie, j'ai peur qu'en fait ce soit... J'ai hésité entre ça et le 0-0 à la mi-temps, pour être honnête. D'accord. Ah, ça s'est arrêté de manière abrupte. Ouais, c'était pour avoir vos réactions, vos avis sur le déroulement de ce match, parce que je comptais regarder Italie, Pays de Galles, et puis après Flo m'a dit bah non, ce qui est important c'est ce qui va se jouer entre la Suisse et la Turquie. Mais est-ce que ça va être un bon match ? Fin abrupte digne des Sopranos. Je ne sais pas, moi je serai à la Voix du Nord à ce moment-là, donc je ne sais même pas ce qui sera en télévision, donc je vais un peu subir les événements. Florent, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pars dans l'idée que de toute façon il n'y a aucune des 2 équipes qui sait défendre, et que donc si ça joue la peur au ventre, quoi qu'il arrive, il y aura quand même des espaces pour les attaquants, et en fait je pars plus dans l'idée que ça puisse partir dans les tours en termes de buts, parce que de toute façon la Suisse avec ses 2 nuls, le 3e ça peut être dangereux quand même de faire 3 nuls vu la situation actuelle pour être dans les 4 meilleurs 3e. Ils ont une différence de but pourri en plus. Et ils ont une différence de but pourri. Et la Turquie, de toute façon, avec 2 défaites, elle est obligée absolument de gagner si elle veut encore y croire. Donc, la Suisse n'aura pas 3 nuls par contre. Ah oui, non, ils ont perdu en plus face à l'Italie. Donc le nul ne suffit pas. Les 2 équipes doivent gagner absolument si elles veulent encore espérer se qualifier. Donc du coup, vu qu'en plus il n'y en a aucune des 2 qui sait défendre, je pars sur l'idée que ça peut offrir quelques buts et un peu de spectacle, même si ça sera peut-être un très mauvais match, mais ça peut être un match où il y a des buts. Donc je pars sur le plus de 3,5 buts marqués dans le match. Voilà, et la cote est à 2,60. Donc voilà, je pars aussi là-dessus parce que je veux pas partir sur Embolo buteur vu que tu l'as mis dans ton pari, c'était une autre de mes propositions. Donc du coup je pars là-dessus. Voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, je pense que les 2 équipes ont... Si elles calculent et qu'on finit sur un 0-0, de toute façon, elles sont dehors toutes les 2. Donc, du coup, il vaut mieux pas que ça calcule et il vaut mieux partir dans un match fou, en espérant marquer un but de plus que l'autre et espérer comme ça aller chercher la qualif, sachant qu'en plus, le goal average sera forcément très important pour l'une ou pour l'autre, que ce soit pour la Suisse à 4 points ou la Turquie à 3.
il faudra avoir le meilleur goal average possible pour espérer de passer. Donc dans les deux cas, il faudra attaquer tout le temps. En tout cas, si j'ai envie de me qualifier et que je suis à leur place, il faut attaquer tout le temps. Eh bien, on attaquera. Merci Florent pour ce mot de la fin. Merci à Raphaël. Je ne serai pas là demain. Vous serez à 2 ou peut-être à 3 avec un invité. Je vous laisserai gérer ça en mon absence. Et puis, bon épisode de demain. Moi, je vous retrouve le lendemain. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite pour la suite de l'Euro. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.